Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé ce film. Moi, je vous avoue, j'ai adoré. J'ai adoré les dialogues, j'ai adoré euh, ces situations et je suis super content que vous ayez pu le voir et que vous ayez pu le voir toutes et tous ensemble. Euh, Avant de commencer, je voudrais remercier Maxime Delaunay, Romain Rousseau de Nolita Productions, grâce à qui cette projection a pu avoir lieu. Remercier aussi l'ami Olivier Saby, sans qui toute cette soirée n'aurait pas pu se dérouler, et c'est lui qui l'a rendu possible. Et puis, évidemment, remercier Mélissa et Inès qui sont en backstage et qui assurent que tout fonctionne bien. Et merci à vous toutes et tous d'avoir joué le jeu et accepté de basculer de la salle de la 25e heure au Zoom, ce qui va nous permettre pour la première fois et vous permettre d'échanger directement avec notre invité ce soir, Guillaume Gringe, qui est très très inquiet des réactions que vous allez pouvoir avoir, qui est super fébrile. Il m'a dit qu'il se sent un peu fiévreux, il craint le Covid. Non, c'est une blague, mais je suis sûr qu'il est super content d'être avec vous. Avant de lui donner la parole, je vais continuer à perdre un peu de temps. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez probablement, parce que beaucoup d'entre vous ont fait un service civique, la présidente actuelle de l'agence du service civique qui s'appelle Béatrice Engrand. Et Béatrice Engrand, elle a plein de casquettes, elle a fait plein de trucs, mais entre autres choses, elle est coach et elle adore l'Institut de l'engagement et elle propose régulièrement des ateliers dans les universités de l'engagement, les trucs formidables où on rassemblait des centaines de lauréates et de lauréats en vrai quand la crise sanitaire n'existait pas encore. Et Béatrice Engrand a proposé un super atelier pendant lequel elle a demandé aux lauréates et aux lauréats, ils étaient une vingtaine dans son atelier, de lui raconter toutes les balles qu'ils s'étaient tirées dans le pied. C'est-à-dire tous les trucs qu'ils font à longueur de temps pour empêcher leur projet d'avancer. Et je suis sûr que vous avez tous, toutes, des histoires comme ça. Et que vous avez tous, toutes, des trucs que vous avez faits, que vous faites régulièrement pour vous empêcher d'avancer dans vos projets. Et à la fin de son atelier, Béatrice Engrand, qui s'est bien marrée, a dit aux lauréats et aux lauréates, l'atelier est fini, mais maintenant, j'aimerais bien que cet après-midi, vous fassiez un vrai truc pour faire avancer vos projets. Et vous allez m'envoyer un mail pour me raconter ce que vous avez fait pour avancer. Et elle m'a raconté le truc après, et elle m'a assuré, et je pense qu'en fait, c'était une façon de se la jouer, que 19 des 20 lauréats qui avaient participé à son atelier lui ont envoyé un message en lui disant un vrai truc qu'ils ont fait dans l'après-midi pour faire avancer leur projet. Bref, procrastiner, on le fait tous, mais je ne suis pas sûr qu'on le fasse aussi formidablement que Guillaume Gringe, Aurel San. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse de façon à devenir aussi créatif et créateur qu'ils savent l'être. Gringe, Guillaume, un immense merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux, et avant que je cède la parole à toutes les lauréates et tous les lauréats qui sont impatients de commenter, de remercier, de poser plein de questions, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as vécu ce film, ce que ça a changé pour toi, pourquoi tu t'es embarqué dans un truc pareil, et puis peut-être nous dire, au-delà de tout ce qui est montré, le meilleur souvenir que tu gardes de ce film. Ouais, alors bonsoir à toutes et à tous. C'est cool. C'est cool de pouvoir échanger. Moi, ça fait vraiment un paquet de temps que j'ai plus vu le film. Du coup, pareil, je me ferai une piqûre de rappel, un de ces quatre. Je sais pas, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est parce que j'étais tête dans le guidon avec mes potes, pas seulement Aurel. Que nous, on était censés juste s'amuser sur un album et on savait même pas s'il aurait la forme d'un album ou si on le sortirait un peu avec les moyens du bord à l'époque. Et puis, il a eu un petit succès et il nous a permis justement de tourner, d'aller faire des concerts. Et au terme d'une tournée, euh, durant laquelle Aurel a commencé à écrire des premiers jets de Comment c'est loin. Mais au début, ça ressemblait à une bande dessinée. Ça n'avait pas la gueule d'un film du tout. Et ça nous faisait marrer. Nous, il nous faisait lire ses premières moutures.
On trouvait ça très drôle, mais je m'imaginais absolument pas que, je sais pas, ça se transformerait en ce que c'est devenu, quoi, et qu'ils trouveraient les financements, les partenaires, que des scénaristes l'aideraient à affiner sa vision et son écriture. Et du coup, on l'a fait. Moi, j'ai vu ça comme un bonus, un très heureux hasard, quoi. Parce qu'au terme du premier projet Casseur, on était censé boucler la boucle et chacun repartir à faire nos trucs solo, surtout Oren. Mais moi, du coup, ça m'a filé l'opportunité de rejouer un peu dans quelques films. Il y a eu Bloqué aussi, je crois que un peu dans le même laps de temps. Donc on s'est vraiment, d'un coup avec Aurel, on a basculé dans un truc du jeu et de la comédie, quoi, un truc qui n'était pas prémédité, pas prévu. Et ça reste un immense souvenir, parce que je me suis senti à ma place des rares fois dans ma vie, et en bossant qui plus est, je me suis senti vraiment au bon endroit, quoi. Avec mes potes, dans une ville qui est une de mes villes de cœur, raconter nos histoires. Ça a été un truc assez fou, mais on ne s'est pas rendu compte, quoi. Vraiment, il y avait une équipe de tournage, mais en équipe assez réduite. Et Christophe Offenstein, qui est chef-op dans la vie de tous les jours, qui a accompagné Aurel sur ce projet. Lui cadrait beaucoup le truc, nous filait des directions de jeu, mais avec Aurel et les autres, on voulait juste se faire marrer, quoi. Et voilà, pour la genèse. Merci, merci. Et Clément a écrit dans le chat que le film est excellent et il ajoute, il m'a beaucoup aidé. Clément, tu peux nous dire en quoi, pourquoi il t'a aidé et ce que tu veux dire? Bonjour, bonjour Guillaume, un honneur de te parler. Salut Clément. Je Euh, te vois pas, c'est dommage. ouais, bah, je suis dans le noir. Attends, bah, je vais mettre ma vidéo. Attends. Hop. Ish. Ouais, tous et toutes, profitez-en pour allumer vos caméras. Vous êtes belles et vous êtes beaux, donc profitons-en. Ouais, fais pas Salut. la chauve-souris, Clément. Ah ben voilà, ça y est, on t'a en visu. Euh, Bah écoute, moi j'ai découvert Casseur Flotteur en même temps que le film en fait. Et c'est vrai que à l'époque, bah, j'étais un peu je commençais les études et c'était pas forcément dans une période forcément joyeuse pour moi. Et c'est vrai que surtout la façon de dire bah ouais en fait il faut juste s'y mettre et ça sert enfin ok on procrastine mais ça sert à rien de dire oui on va faire ci on va faire ça bah une fois qu'on s'y est mis ça découle tout seul en fait. Et c'est vrai que bah, on boucle dans les oreilles, mais j'avais pas envie de dire en boucle, putain, merde. Mais c'est vrai que je l'ai quand même bien poncé. Je l'ai bien poncé l'album et c'est vrai que ça m'a bien aidé à me motiver. Donc ouais, clairement, c'est le film franchement génial de ouf. J'avais pas pensé écrire pourquoi il m'avait aidé forcément, mais Non, c'est mais vrai que j'entends. même le C'est cool. mood, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché. Ouais. Où est-ce que t'habites où, Clément, toi? Là, à l'époque, j'étais à Saint-Étienne quand j'ai découvert, Ok. mais là, je suis monté au Havre justement pour finir mes études et maintenant, j'habite au Havre. Je suis dans des associations, pareil, l'impression en fait d'avoir trouvé un endroit où j'ai envie de faire ce que je veux, pas forcément en lien avec mes études, mais dans l'agriculture urbaine et tout. Donc, j'ai lâché un peu prise et j'ai dit, ouais, bah allez, on va faire ce qui me plaît, quoi. Et clairement, la Normandie, ouais, bon, faut être habitué à la pluie, mais clairement, c'est dingue, quoi. Ouais, ouais, c'est un chouette environnement en vérité. Nous, on l'a tellement rodé on a fini par foutre le camp. On a fait une overdose de Normandie, mais non, mais les gens sont charmés. C'est surtout Ouais, ouais, il y a une ambiance de folie. ouais, surtout les gens. Mais Mm. c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que moi, en ce moment, je me pose vachement la question. Euh, Chaque fois que je finis un projet, et qu'il faut que j'en relance un autre et tout, je me demande où est-ce que j'ai envie d'être.
Et du coup, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, c'est le truc de il faut faire. Tu vois, je pense que ouais, dans le concret, à un moment donné, il faut. Ouais, j'ai longtemps été dans des projections, dans des fantasmes, dans des trucs hyper attentifs. J'attendais après mes potes qu'il se passe des trucs. Mais depuis quelques années, ouais, je me dis, ok, j'ai envie. Si je me lance sur un projet, qu'est-ce qui va lui donner du sens? Et généralement, c'est la portée du truc, les gens que ça va fédérer, est-ce qu'il va y avoir du partage, comme c'est le cas ce soir, est-ce qu'on va pouvoir échanger, dialoguer, avec qui je vais le bosser, et surtout comment je vais me sentir, est-ce que je vais me sentir à ma place, et voilà. Donc c'est cool, c'est ce que tu fais, je crois, quand tu parles d'agriculture urbaine, et que tu t'es dit que tu voulais faire ça aussi pour le kiff et tout. On t'entend Écoutez le plus, son de Clément parce que ça grattait un peu, mais c'est pas lui. Ça doit être toi, Guillaume. Censuré, c'est censuré, mon vieux. Censuré. Je Ah, passe les la parole à agriculteurs Adrien, urbains. qui s'appelle peut-être Aurélien. Bon, non, Adrien, d'accord. Ah ouais, Clément, on l'a censuré définitivement. Ouais, il va revenir. On veut pas d'agriculteurs urbains ce soir, Clément. Ça dégage. Ça dégage. Bonsoir, du coup, ouais, c'est Adrien et pas Aurélien ni Orelsan. Et ouais, je suis un grand fan, j'aime beaucoup l'esprit de la musique, la caméra. Et en fait, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si le scénario a été écrit avant les sons ou si c'était l'inverse. Voilà. Alors, ouais, le scénario a été écrit bien avant les sons, puisqu'Aurel je sais pas, en un an, je crois qu'il y a eu une quinzaine peut-être de scripts différents, enfin évolutifs, jusqu'à la dernière version, jusqu'à la version finale. Mais il y a des morceaux qu'on allait caler de toute façon. C'est toujours de Connard dans un abribus. C'est un truc qu'on avait un peu anticipé. Donc ça, on avait commencé à gratter des idées. Et on s'était dit que de toute façon, ouais, c'est ça, de toute façon, on mettrait, on voulait une scène, quand il nous parlait, Aurel, du film, on voulait qu'il y ait une scène sous un abribus, un truc un peu emblématique, tu vois, et des trucs qu'on a pu vivre. Et donc ça, on l'avait un peu anticipé. Mais pour tout le reste, par exemple, en boucle, c'est vraiment Redouane sur le pont, quand il vient nous balancer, je vous écoute en boucle. C'est Scratch, je crois, qui s'amuse à louper ça, à en faire une petite boucle et tout, et qui fait une prod à partir de ça. Et du coup, euh, il y a le morceau aussi, pas n'importe quel tune, qui est un peu taré sur une vieille prod de Scred qu'on avait kiffé avec des trompettes et tout. C'est un truc de mongol, et on s'était dit ça, il faut absolument qu'on. Ça faisait des années, bien avant le film, qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse un truc sur cette prod. Et on voulait même en faire une mixtape à l'époque. Avant l'album des Casseurs, on s'était dit on va inviter tous les gens du rap qu'on kiffe et on va sampler des musiques de dessins animés, leur musique de dessin animé préférée. On va faire une mixtape qui s'appelle Pas n'importe quelle tune. Voilà ce qu'il en est resté, du coup, tu vois. Genre, on a juste gardé les titres et nous, on a fait un morceau un peu marrant, un peu loufoque dessus. Mais bon, la plupart des morceaux sont nés après le film, ouais. Je peux poser une question? Allez, Non. Marie. Ok. Qui êtes-vous? Je voulais savoir quelle place tu accordes aux femmes, du coup, dans la pratique du rap et dans ton film? Alors, c'est marrant, c'est une question que Léa Salamé nous avait posée quand on avait fait Ruquier, je crois. Mais je m'y attendais un peu, j'avais un peu anticipé la question. Et du coup, après, l'écriture du scénario en lui-même appartient à Aurel et c'est sa vision, en tout cas, c'est sa vision à un endroit précis de ce qu'on a vécu. Parce qu'on a toujours eu, on a eu 2 longues relations à l'époque, on vivait à Caen tous les deux, chacun une copine. Mais je pense que lui, il a voulu faire le zoom sur l'espèce de relation amicale, tu sais, pas ambigu, mais tu vois, un truc, on était quand même très l'un avec l'autre en permanence, si bien Ok. que des fois nos meufs se sentaient un peu exclues, tu vois. Et du coup, la vision des femmes dans le film, euh, elle est quasi, j'ai pas envie de dire qu'elle est réductrice, mais quasi, puisqu'on on les voit très peu, et en plus, on les voit pour. Moi, l'interaction que j'ai avec ma copine, la principale interaction que j'ai avec ma copine, c'est pour lui dire que je la quitte. Et en plus, c'est complètement hypocrite. À l'époque, dans la vraie vie, c'est elle qui m'avait quitté. Et je n'avais pas été aussi honnête avec elle. Je n'avais pas été aussi sincère. Je n'avais pas déballé tout mon sac. Donc ça, c'est un truc romancé. Tu vois, genre j'ai le beau rôle, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie.
Mais ouais, effectivement, c'est un film de mecs. On a vraiment vécu sous le même toit avec Aurel et une bande de potes qui passaient tous les jours. On était une quinzaine au quotidien, quoi. Et je pense que Ok. il a cristallisé cet instant-là dans le film, tu vois. Il a chopé ce truc. On était dans la vraie vie, on était de temps en temps, on splittait, on allait rejoindre nos copines et nos familles et tout, tu vois. Et la vision que j'ai des femmes dans le rap, je trouve qu'elle elle évolue. Euh, Moi, je suis un mec des années 80, j'ai grandi dans les années 80, donc le rap, il est venu à moi dans les années 90, 95. Et Diams, c'était déjà quelqu'un, en fait. Elle avait déjà un nom à l'époque. Elle était méga jeune, mais c'était déjà une kickeuse, une meuf qui écrivait mieux que la plupart des mecs, euh, qui était hyper respectée. Et depuis Diams, après, c'est devenu ce que c'est devenu, mais Diams, au tout début, son premier album s'appelle Premier Mandat, connu, pas très connu. Et je trouve qu'elle a, elle a déjà elle est déjà hyper incisive, elle est très intelligente, et puis Ouais, c'est clair. elle est très technique et tout, tu vois. Mais depuis Diams, j'ai jamais été j'ai jamais été emballé. J'ai pas beaucoup plus été emballé par des rappeurs, je te dirais, tu vois. Mais y a pas, tu vois, il y a pas vraiment de succession de prise par une nana après Diams. Il y a des meufs qui rappent bien. Chila, je trouve qu'elle a son truc. Shai, elle est hyper jolie. Elle a un truc hyper féminin, hyper assumé. Hyper en plus ouais, féministe dans sa démarche. Elle a un truc vraiment solide. Mais Et je je suis voulais juste. encore un peu timide, quoi. Est-ce que juste, désolée, une dernière question, là, je fais un projet justement d'atelier de rap envers les femmes et je pensais le faire en non-mixité pour faciliter la participation. Ouais. Et je voulais savoir ce que tu en pensais de cette non-mixité dans le rap pour Ah, favoriser après. de Ouais, non-mixité. voilà, de faire des ateliers entre filles en fait avec des rappeuses qui animeraient pour Ouais. après faciliter une mixité. Ça, c'est un truc qui t'appartient. Moi, je trouve ça dommage, je t'avoue. Mais c'est comme Ok. c'est comme comment dire, si tu veux, la cause féministe et tout. Sans rentrer dans les détails et tout, je pense qu'elle doit se faire, elle doit main dans la main et le truc et sans que ce soit une guerre des clans et tout, tu vois. Je comprends l'esprit communautaire du truc qui est vachement rassurant et qui permet de vous stimuler en plus les unes les autres, tu vois, dans l'écriture sans qu'il y ait un trou du cul de mecs qui viennent faire le rappeur et vous juger et tout ça. Mais je pense que le mélange des compétences, des visions, des sensibilités, euh, c'est peut-être un peu plus jeune pour les nanas, tu vois, le rap, historiquement parlant, tu vois. Ouais. Du coup, il y a peut-être un truc aussi à prendre des mecs et inversement, tu vois. Mais Ok. c'est ta façon de faire, tu vois, c'est respectable. Il faut que tu fasses, en fait. Il faut que tu fasses ton truc et que tu vois si ça porte ses fruits. Et je trouve ça charmé comme idée. Ok, merci. Je t'en prie. Nina, j'aimerais bien que tu dises ton commentaire ou voir que tu transformes ton commentaire sur l'injonction en question. Nina. Ah, désolée, je n'étais pas sûre que vous aviez dit mon nom. C'est pour ça. Du coup, mis à part le côté, enfin voilà, quand on n'ose pas s'avancer ou qu'on n'ose pas se lancer, je trouvais qu'il y avait aussi, notamment avec le père de Orelsan ou même enfin, les copines aussi à un moment où il y a, à chaque fois il y a des petits pics et des trucs en mode ah tu fais du rap mais genre c'est un truc à côté, c'est un hobby. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui est socialement accepté. Il y a certains où c'est pas un vrai taf, quoi. Et si tu sors un peu de ce cadre-là, que ce soit même dans les études, par exemple, si tu fais pas, je sais pas, bac, licence, master, bah, tu es un peu à part, quoi. Ouais. Et je trouvais que justement, ce film, bah, il mettait aussi vachement ça en avant et que c'était vachement cool parce que bah, le film, du coup, c'est plus pour les jeunes et ça permet de te rassurer un peu sur ta situation en mode, bah ouais, bah, même si je fais un truc qui est pas commun, je peux quand Ouais. même avoir ma place, quoi. Ouais, à fond. Ouais, ouais, parce que c'est vraiment un truc qu'on a subi et que je pense que la plupart des jeunes subissent à un âge, à des endroits un peu transitoires où on doit choisir une voie dans les études, un cursus, un truc, une trajectoire. Alors, Mm. il n'est pas souvent, tu vois, genre la plupart du temps, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Moi, je crois que j'ai fait deux, trois facs, enfin, j'ai fait deux, trois inscriptions de fac. C'est pas là, je nuance, tu vois, mais je me suis jamais senti à ma place, j'ai jamais su ce que je voulais faire, j'ai jamais eu tu vois, j'ai jamais Mm. su être en capacité de me projeter suffisamment loin pour savoir. Et puis surtout, le monde du taf, moi, je le voyais comme un truc liberticide. Je me dis,
je me disais, si je me retrouve dans un truc qui ne me plaît pas, derrière un bureau à faire ce que faisait Aurel, hein. Aurel, il a fait plein de jobs comme ça où il en a chié et tout. Moi, je refusais, quoi. Moi, je préférais vivre en grattant mes potes ou mes copines, tu vois, genre trouver des endroits où me poser, tout ça, mais je ne pouvais pas, en fait. Je sentais que ça allait m'oppresser de trop. Et du coup, ouais, ce film, il dit ça aussi beaucoup, le poids le poids qu'on peut, le poids sur nos épaules, le regard, le poids de la famille, de nos parents qui, peut-être, dans certaines familles, espèrent, tu vois, qui nous ont offert des éducations et un confort de vie qu'on est censé transformer en quelque chose de concret et pérenne. Et des fois, on a juste envie de matérialiser, concrétiser nos rêves, tu vois, ou nos fantasmes. Nous, c'était la musique, c'était le rap. Mais à un moment où c'était pas vraiment un métier en plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus convenu. Il y a une espèce de renouveau dans le rap. C'est redevenu très, très jeune. Et tu as des jeunes rappeurs qui font des carrières, jeunes mecs et de jeunes meufs qui font des carrières très tôt, qui entament des carrières. Tu vois. Donc aujourd'hui, peut-être que le regard a changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, moi, quand mon père me pétait dans ma chambre en train d'écrire des trucs et tout, tu vois, il hallucinait. Il me disait, tu fais quoi, machin. Et des rares discussions que j'ai eues avec lui sur ça, c'était, franchement, c'est déconné, tu vois. Nous, on s'est saigné, on vient d'un milieu modeste et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire du rap? Et on était passé par Sergi en plus, donc il savait que j'étais pas un mec de test. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire du rap? Qu'est-ce que tu vas aller faire du rap? Et je lui disais, mais c'est pas, enfin, c'est le spectre de l'écriture rap, il est large. Il suffit c'est un truc pour se transcender soi, se raconter soi. Et Aurel l'a vachement bien fait, je pense, sur son premier album. Ça a été un des premiers à mettre en lumière, justement, tu vois, ces jeunes de province, de classe moyenne un peu oubliés, tu vois, et pas représentés, en tout cas, dans le rap. Et je crois que le film aussi, là, quand on a fait nos avant-premières, les premières avant-premières en salle, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte qu'Aurélie, même lui, je crois il s'en est rendu compte chemin faisant, tu vois, qu'il avait mis en lumière un peu toute cette jeunesse qu'on ne voyait pas trop au cinéma, quoi. Nathan, c'est pour nous montrer ton super fond d'écran que tu lèves la main ou c'est pour une autre raison? C'est pour une autre raison, mais merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci Marc et bonsoir Gringe. Oui, pour l'occasion, il faut Joli fond d'écran, ouais. faire la promotion, il faut le relancer. T'es sur fond vert, là? Non, je suis pas sur fond vert. J'ai pas encore le setup, mais ça fonctionne quand même un petit peu. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Non, ma question, c'était alors déjà au-delà de la musique que vous avez réussi à faire, qui parle à tout le monde, vous avez réussi à faire un film qui parle aussi à tout le monde. Et je pense que encore plus aujourd'hui pour nous qui sommes à l'Institut de l'engagement et qui ont tous des projets, c'est toujours dur de se lancer, comme on l'a dit, et c'est toujours dur de trouver l'inspiration. Et certes, une fois qu'on est lancé, bah, tout roule, mais je voulais savoir si toi, dans ton parcours, tu as eu aussi ces difficultés qu'on voit dans le film, Ouais. s'il y a eu la procrastination ou s'il y a eu le manque d'inspiration, Ouais. et si tu as des petits tips à nous donner, comment toi tu fais pour t'inspirer, comment tu fais pour commencer à travailler, à te lancer. Alors, il n'y avait pas que le manque d'inspiration, il y avait aussi la flip de foirer, tu vois, du coup, j'essaie de synthétiser. Attends, je vais essayer de synthétiser ma réponse, alors que c'est très très long des fois chez moi. En gros, ça c'est hyper autobiographique dans le film. C'est toujours Aurel ça a toujours été une locomotive créative et qui m'a toujours tiré vers le haut. Et juste en le voyant faire en fait. Et pas que lui, Scred aussi quand il était tu vois, aux machines et qui faisait ses prods et tout ça. Tu vois, j'ai toujours été entouré de gens qui étaient dans l'action. Et moi, j'étais un vrai contemplateur et un vrai passif. Et j'attendais que les choses se fassent. Avec Aurel, les premières années, on a dû faire deux, trois morceaux en 2 ans, je crois. Et je m'étais dit, c'est bon, j'ai fait le tour. Tu vois, on avait fait des bêtes de morceaux qui ne sont jamais sortis. À l'époque, je m'étais dit, j'ai plus d'inspi. Et Aurel, ça l'irritait, ça le frustrait. Il disait, mais qu'est-ce que tu vois, on pourrait faire tellement de morceaux, machin. Et du coup, lui, il a pris de l'avance sur ses projets, sur ses trucs. Et je l'ai rattrapé en cours de route pour les projets casseurs. Mais moi, c'était pas. Je pense que c'est un tout en plus. Plus tu végètes, moins tu es inspiré. Plus tu t'enfermes dans des boucles et dans des circuits très fermés, moins tu te nourris de toi et moins tu peux nourrir ton art et ton écriture et préciser ta vision.
Je pense qu'il faut vraiment être curieux. Si j'avais des tips à te donner, je n'ai rien de très concret, tu vois, parce que je suis toujours en flip entre deux projets, j'ai toujours vachement de mal à me relancer. Plus je prends de l'âge en plus et moins je fais d'efforts. Je me dis, tu vois, je suis en train de lâcher un peu ma discipline de travail. Je me dis, là, je vais souffler une année, je réécrirai quand j'en aurai envie. Mais je pense que le truc, c'est de rester curieux, tu vois, ce qui te maintient, ce qui alimente la machine intellectuelle. Et je ne sais pas, après, ça dépend les projets dont on parle. Mais je pense qu'il faut être dans le concret. Il y a un temps pour tout. Il y a une phase où on doit mentaliser un peu son truc. Moi, un peu le danger chez moi, c'est que ça peut durer très longtemps et que c'est un peu comme une envie de pisser. Tu vois, à un moment donné, il faut la soulager parce que ça fait du bien, qu'on n'en peut plus, on ne peut plus se retenir. Mais voilà, moi, je me retiens jusqu'au dernier moment, tu vois. Et je pense qu'il y a une première phase de mentalisation où il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'être? À quoi ça pourrait ressembler? C'est des prises de notes, c'est de la curiosité. En ce qui concerne l'écriture, ma littérature, c'est le cinéma, donc j'avale toujours énormément de films, de séries, je suis hyper curieux par rapport à ça. Depuis le bouquin, je lis un peu plus, je suis un peu plus curieux. Puis j'ai des antennes sur la tête, tu vois, avec mes potes, avec les gens dans la rue, je suis à l'écoute, j'essaie de choper des trucs. Je pense que le véritable tip, si j'en avais un de filer, c'est ça, c'est la curiosité et le passage à l'acte. Se mettre se mettre en action et créer du mouvement, tu vois. Et après, les choses décantent un peu d'elles-mêmes. C'est une gymnastique, c'est comme un athlète. Après, tu y retournes un peu tous les jours. Faut pas se leurrer. Faut te donner les moyens de tes ambitions. Et c'est comme un athlète de haut niveau, tu vois. Si tu as de grandes ambitions pour un de tes projets, je pense que c'est un peu un truc drastique. Il faut s'y mettre tous les jours. Il faut charbonner, quoi. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Je t'en prie. tu es un vrai athlète du rap français et ça, c'est cool d'avoir les conseils comme ça. C'est gentil, Merci. merci frérot. Merci à toi. Nathan, et puis un tout petit truc, Guillaume, je pense que ton micro de temps en temps doit frotter sur un zik ou un Merde, truc comme pardon. ça, Oui, et ça c'est fait un bruit parasite ma polaire formidable. dégueulasse. Ouais. Ok, je vais faire gaffe. Je pense que c'est ça. Ça devrait mieux marcher là. Nathan, c'est à toi. J'ai terminé pour moi, mais en tout cas, c'est top. Merci beaucoup. Là, Marine, c'est à toi. Bonsoir, je suis super ravie de pouvoir vous parler. Ça fait un peu bizarre de dire que je suis super fan, mais vraiment dans un peu tout ce que vous faites en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, de chansons rap, je sais pas comment on dit vraiment. Enfin bref, je suis un peu un peu émue, désolée. Ouais, c'est gentil. Ma question, elle va être plus un peu sur l'actualité et un peu sur vous, comment vous avez vécu l'année dernière, le Covid, au niveau de l'inspiration, au niveau des projets, s'il y en a peut-être. Voilà, un petit peu autour de tout ça, comment vous avez vécu ça? Eh ben, le premier confinement, je ne l'ai pas subi parce que j'ai rencontré mes éditeurs pour le livre en décembre de l'année dernière. Non, je dis une connerie, en décembre de l'année d'avant. Ça, c'est pareil, les dates, les trucs. Le confinement était annoncé 3-4 mois plus tard, tu vois. Et pile au moment où moi, je devais rentrer en phase d'écriture et charbonner vite et bien pour rendre mon bouquin fin avril, mi-mai, je crois, pour qu'il puisse sortir en septembre, tu vois, l'année dernière. Du coup, je n'ai pas subi le premier confinement. J'ai fait un peu un truc méthode militaire, quoi. Je me suis réveillé tous les jours, ce que je fais jamais, tôt le matin. J'ai redécouvert les odeurs du matin, la lumière du matin. J'ai kiffé, hein. Les clopes du matin qui durent toute la journée. Donc, j'ai fini dans un sale état, cadavérique, mais j'ai kiffé écrire. J'ai kiffé mener mes petites enquêtes auprès de mon frère, auprès des gens de ma famille, de médecins, tu vois, faire mes recherches sur le net, bouquiner des trucs. Donc, je ne l'ai pas subi. Et je ne me comprenais pas trop pourquoi. Puis, je suis dans un quartier, en plus, moi, d'un petit coin, on en parlait en off tout à l'heure avec Marc, mais un petit quartier qui s'appelle la Butte aux Cailles à Paris, dans le 13e. C'est un petit quartier d'artistes, de toxo, Enfin, c'est un mélange assez marrant et c'est des irréductibles. C'est-à-dire que pendant le confinement, eux, ils sont dehors. Enfin, ils étaient dehors avec leur bière sur le trottoir et tout. Il n'y avait pas d'histoire de confinement, justement, et de masques et de trucs.
J'étais un peu en sauvage, quoi. Donc, je subissais pas le truc. Il y avait du bruit dehors tout le temps et moi, je bossais. Par contre, une fois le bouquin sorti, je suis allé faire plein de salons. Je suis allé à la rencontre de gens dans des librairies et dans des salons, ceux qui étaient maintenus. Donc, pareil, en fait, toute l'année dernière, je n'ai pas vraiment été marqué par le confinement. Par contre, ça fait quelques mois, là, depuis le début d'année, quoi. Là, je commence à douiller vraiment. Tu vois. Et pour les gens qui ont des sensibilités à fleur de peau, qui sont des hypersensibles, qui sont des éponges tu vois, émotionnelles, ça, c'est assez terrible. Je sais que là, j'ai un orteil dedans, tu vois. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est des moments où, tu vois, genre pour des gens qui sont sujets à je sais pas, à de l'anxiété ou à de la dépression, tu vois. Ouais. C'est un truc qui exacerbe tout. C'est clair, c'est clair. Le fait d'être coupé du monde et tout ça, tu vois, c'est un truc qui exacerbe tout. Et c'est surtout, en plus, le piège, c'est de s'enfermer dans un truc où tu te dis, moi, je peux rester solitaire très longtemps, tu vois, chez moi. Je peux rester 2 semaines à rien foutre, à pas répondre au téléphone, à faire mes trucs. Et avec ce confinement, tu vois, genre, espèce de truc un peu vicieux, c'est que je m'installe là-dedans sans trop me rendre compte, que je me coupe vraiment du monde extérieur. Ouais. Et à 21h, il n'y a plus personne dans les rues, tu vois. Donc, non, c'est vraiment une période vicieuse pour tout le monde, je crois. Tu vois, c'est même pas seulement pour les gens sensibles, quoi. Ouais. On n'est pas fait pour tourner en cage. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ouais. je comprends complètement. C'est vrai que, par exemple, moi, je l'ai assez mal vécu aussi parce que je suis en formation pour être éducatrice spécialisée. D'où l'intérêt pour la lecture de votre livre aussi, que j'ai trouvé vraiment super. Et c'est vrai que c'est super dur parce que je pense notamment à tous les étudiants parce que je suis dans cette catégorie-là. Ouais. Franchement, ça a été super dur. Enfin, on a vu le nombre de dépressions chez les étudiants qui est monté en flèche. Ça a été super dur. Mais après, je suis quand même ravie pour vous qu'au début, ça se soit bien passé. Et puis, j'espère que là, vous avez réussi à garder le cap parce que les c'est pas étudiants, facile. j'aurais pas kiffé être étudiant. Tu vois, genre, c'est surtout, tu sais, les perspectives, quoi. Perspectives d'avenir. Quand tu te dis, je sais pas, quand tu arrives à des moments phares de tes études, des trucs avant, tu vois, tu as des examens préparés, des trucs pour. C'est ça. Et je me dis, en plus des difficultés financières, j'ai des potes, moi, qui sont vraiment au chômage, tu sais, qui étaient intermittents du spectacle et qui bossent plus depuis une pige et demie, tu vois. Genre, j'ai des potes qui étaient en couple, les couples se sont autodétruits, genre j'ai des potes qui sont rentrés vivre chez leurs parents, enfin des trucs vraiment, tu te dis, wow, c'est. Donc j'imagine pour un étudiant, tu vois, où tu as tout à mettre en œuvre pour toi, ton avenir, et en tout cas les 3-4 prochaines années à venir, tu vois, genre. J'imagine pas l'angoisse. Ça va être un délire. En plus que là, je passe mon diplôme, j'ai tous mes euros la semaine prochaine et je soutiens mon mémoire début juin. C'est vrai que c'est chaud parce que là, on a eu tous les entraînements à distance, se préparer à rencontrer quelqu'un pendant des années et tout. Et puis d'un coup, on se dit, en fait, ton entretien, tu vois, tout ton diplôme se joue sur un visio. T'es là, genre. C'est trop ça. Tu perds des codes, enfin, tu perds la gymnastique et les codes relationnels, gymnastique du langage, les interactions et tout. Mais ça complique tout. C'est ça. Surtout en plus, en étant dans le social, c'est vrai que moi, je l'ai vraiment senti au niveau de mon élocution. Après le premier confinement, genre, je savais plus parler, en fait. Mais ça me l'a fait aussi, ça. Ça me l'a fait. Il y a un mec en haut, là, un boulanger en haut de ma rue, genre, un mec avec qui on parle de. Tu vois, dès qu'on se croise, on passe des heures. Et là, on était dans des trucs autistes, quoi. Des machins, genre, on avait des gestes, on se parlait en bégayant. On n'osait pas trop se regarder. Genre, on était devenus farouches en 3 mois, tu vois. C'est ça. Alors, c'est l'angoisse. Non, c'est l'angoisse. Il faut qu'on s'expatrie tous et je sais pas, qu'on colonise une terre vierge et tu vois, on puisse être libre. Marine, Guillaume, arrêtez de bader. De se refiler le Covid. Arrêtez de bader, Héloïse a une super belle question. Je vous remercie beaucoup. Je t'en prie, merci Marine. Héloïse. J'ai fait exprès de donner la parole à quelqu'un qui ne lève pas la main, mais qui a posé une question dans le chat. Héloïse. C'est peut-être moi. Ah oui, il y a peut-être plusieurs Héloïse. Il y a 200 participants. Il y en a plusieurs. Mais moi, je voulais savoir un peu où était la frontière entre le personnage de Gringe et Guillaume Tranchant. Malheureusement, je dis malheureusement, il n'y en a pas. C'est ça, mon grand problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que je réagis à chaud tout le temps, que je n'ai pas de filtre quand je discute, que
à l'époque des casseurs, je pense que ça m'a causé du tort, tu vois. J'ai eu des prises de parole, des comportements, sans filtre, je sais pas, avec les médias, les gens qui nous suivent. Je suis cash, quoi. Et du coup, j'apprends depuis. Là, c'est assez récent en vérité, tu vois, mais j'apprends à essayer d'installer la juste distance. Par contre, je veux pas couper le lien, surtout quand tu vois, je sors un projet comme le bouquin qui dépasse, enfin, qui a une portée beaucoup plus large que l'histoire des deux frangins qu'on raconte, moi et mon frère, tu vois. Il y a le truc qu'on fait pour nous, puis à un moment donné, il y a un truc, c'est un sujet de santé publique, et il y a tellement de gens touchés que j'ai besoin, tu vois, de me reconnecter au réseau. Je suis dans un espèce de cyber-suicide depuis 2 ans parce que je suis bassiné, ça m'a saoulé, et qu'avec le confinement, tous ces trucs, ça me rend parfois un peu fou, tu vois, genre d'avoir le nez, de zoomer sur les réseaux, c'est anxiogène. Il n'y a que des merdes ou que des trucs tu vois, superficiels. Enfin, ça rend fou. Tu as l'impression de voir le monde euh, que par un seul prisme, et qui est faux, tu vois, en plus. C'est pas que ça, quoi. Donc, j'essaie de prendre la distance par rapport à ça, sauf quand j'ai un projet qui fait sens, tu vois, et qui me pousse à être dans l'échange. C'est ce qui vient donner du sens au projet. C'est récolter justement les avis des uns des autres, échanger autour de ça, tu vois, la schizophrénie ou la fraternité, peu importe en vérité. Mais il n'y a pas de frontière, quoi. Tu vois, elle est très, très fine. Je fais gaffe. Je marche sur des œufs. Je sais que je peux avoir des paroles faciles parfois, des comportements légers, faire de la merde, tu vois. Mais c'est aussi tu vois, je suis dans un truc je sais pas, je suis humain et il n'y a pas il y a pas de posture, tu vois, des postures dans les petits milieux que j'ai pu fréquenter, que je fréquente encore, le cinéma ou la musique, tu vois, c'est des gens pas mal de gens que j'ai croisés, et il y a beaucoup de gens qui sont en façade, quoi, qui te montrent ce qu'ils font, mais qui te disent ce qu'ils font, mais qui te montrent jamais qui ils sont derrière le masque, la posture. Ça, c'est un truc qui m'agace de fou. C'est pour ça que j'aime ma tranquillité, tu vois, et que j'ai du bol de pouvoir continuer de sortir des projets et d'aller à la rencontre de gens, tu vois. Voilà. C'est bien d'être authentique. C'est gentil, je pense que je sais pas, c'est un... Ouais, Quand j'ai posé la question à Guillaume ou à Gringe, je t'ai dit Gringe ou Guillaume pendant la session ce soir, il m'a dit Guillaume, Gringe, Guillaume, Gringe. Putain, je suis complètement schizophrène aussi, en fait. Quand même. Ouais, non, mais c'est Guillaume. Gringe, Puis après, je sais pas à quoi vous associez Gringe. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à à projeter le truc, même si j'ai conscience de ce qu'on a fait avec Aurel. Mais Gringe, c'est peut-être le perso, espèce d'ado semi-attardé, séducteur, qui s'ancre pas du tout dans la réalité, qui a son bonnet, c'est bloqué, c'est le canapé. La vérité, il y a des réminiscences, même des années après, avec ce que je vis encore en ce moment, tu vois. Je squatte énormément mon canapé, je suis un espèce de... Ouais, je suis un animal sauvage, quoi. Je me préserve beaucoup du monde à l'extérieur, et je sais pas, je rêvasse, quoi, tu vois. Je suis un peu dans la lune tout le temps. Et et je suis hyper angoissé aussi. J'ai pas envie de jeter un vent de bad sur la discussion, mais je suis un hyper anxieux, tu vois. Donc je me soigne comme je peux, et puis des fois je plonge, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que Pierre veut revenir à la musique. Exactement. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Salut. Moi, du coup, c'était plus parce que dans le film, on voit beaucoup. Enfin, il y a cette espèce de sujet qui est tout le temps là. Il faut composer une musique et il faut la terminer à tout prix parce que il y en a aucune qui s'est terminée. Je suis un peu dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je voulais savoir comment se passait une session d'enregistrement ou du moins de composition, de création pour toi. Alors, ça va entre moi et Aurel. Alors, Ouais. entre moi et Aurel, c'est encore autre chose, parce que ça varie selon, je pense que chacun a sa méthodologie, sa façon de faire. Avec Aurel, Scred, ou Aurel ou Scred, parce qu'ils n'étaient pas tout le temps... c'était quand même très carré, ça allait très très vite. Mais parce qu'il y avait une vraie gymnastique derrière, il y avait vachement d'expérience, mais je sais pas, une session de studio traditionnelle, quoi, c'est se mettre en cabine,
à l'époque, hein, Scred nous proposait des moutures de prod, nous balançait des trucs, des amorces de sons, de machin. Et nous, déjà, on réfléchissait à des thématiques, des trucs qu'on voulait aborder. Une fois qu'on a eu, en plus, tu sais, c'est Aurel, ça, c'est une trouvaille d'Aurel, le truc de minuter, tu vois, genre les morceaux en temps et en heure dans la journée, leur fabriquer une chronologie. C'était plus facile pour nous après de trouver des thèmes en fonction des horaires de la journée, tout ça, tu vois. Mais on se plongeait en studio et on brainstormait, tu vois, on se disait, vas-y, qu'est-ce qu'on fait là? On part sur un morceau ego trip, fait les bacs, c'est un truc complètement ego trip, stupide, c'est des conneries, tu vois, c'est des trucs, Scred nous balance des prods et nous on écrit des conneries, on se fait marrer. Il y a ce truc à deux aussi, tu vois, qui fait que ça va plus vite et on va plus loin dans le délire. Parce qu'on se challenge. Le truc, c'est d'essayer d'avoir la punchline toujours tu vois, la plus tarée des deux. Donc, il y avait un truc hyper, une espèce de synergie, tu vois, à trois avec Scred et Aurel, qui faisait qu'on avançait relativement vite. Et qu'Aurel, vraiment, pour le coup, c'est une vraie locomotive. Il avait des concepts fous, tu vois. Moi, je lui ramenais de temps en temps des propositions de thèmes et ça passait pas la douane. Il me disait, wow, c'est des trucs, on a déjà entendu, machin, viens, on fait des trucs. Et franchement, il avait même je pense qu'il a une telle culture musicale, une culture générale musicale, une culture musicale tellement large et qui touche un peu à tous les courants. Il est hyper curieux, qu'il était capable de, sur le morceau Change de pote, de trouver une espèce de rythmique un peu Beastie Boys, un peu rock, un peu machin. C'est lui, en fait, il se faisait des mood boards, il allait piocher des trucs. Dans son dernier album ou sa réédition, il a mis un espèce de sample de musique indienne, tu vois, Bollywood. Ça fait des années qu'il en parle. Et en fait, il se bute à des trucs indiens. Vraiment des trucs obscurs, hein. C'est des espèces de telenovelas indiennes, des trucs hardcore à regarder. Et il chope des petits bouts, des trucs de musique qu'il entend. Et il bosse à partir de ça. Mais chacun sa méthode, quoi. Moi, je sais que la musique me plonge dans des états. Et qu'à partir de là, j'ai des mots qui m'arrivent, tu vois. C'est marrant, hein. C'est tellement peu concis dans mon esprit que j'ai rarement des thèmes. Je me dis, tu vois, un pièce détachée, par exemple. Je me dis, il y a la thématique familiale, des relations dysfonctionnelles, des schémas qui se répètent d'une génération à l'autre. Comment je peux en parler, tu vois? Et ça, je sais que c'est déjà un truc qui s'articule un peu dans ma tête, mais c'est rare. Moi, généralement, c'est des musiques qui vont m'inspirer des états, des moods, et qui vont me permettre d'écrire des mots, des trucs. Et à partir de ça, je vais préciser mon écriture. Je vais choper des sous-thèmes dans ce que j'écris. C'est de l'écriture intuitive, tu vois. Je vais choper des sous-thèmes, des trucs, et quand je vais en avoir un qui tient la route ou un qui mérite d'être étiré, je vais prendre ce sous-thème et là, je vais être beaucoup plus précis, en tout cas, dans l'écriture. Après, c'est des mots, tu vois. Moi, quand je lis ou quand je mate des films ou des trucs, il y a des mots, il y a des phrases, des punchs, des trucs que je détourne ou des mots qui m'inspirent, moi, mais des réflexions que je me fais moi-même. Voilà. Et après, moi, je ne compose pas de musique. Tu vois, je ne sais pas si tu parles juste de la phase créative d'écriture et comment aller au bout d'un morceau écrit, ou si tu composes aussi, toi, de ton côté. C'était un total, mais oui, c'était plus la composition musique en tant que La telle. composition. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'échappe totalement. C'est des maths. C'est une science qui m'échappe complètement. C'est des mathématiques, le son, pour moi, tu vois. Mais pour en revenir à ces instrus assez spéciales que pouvait avoir Orelsan, rien que sur Inachevé, Ouais. le sample derrière, il est juste incroyable. C'est lui, je ne sais pas où il l'a pioché, mais c'est lui qui le trouve, tu vois. Go C'est une Pingo. boucle. Ouais. Un petit groupe, ouais, il est T'as incroyable. trouvé? Ouais, Ok, il est terrible. fort. Mais merci beaucoup en tout cas Je t'en prie. pour cette réponse. Merci à toi. Je précise parce qu'il y a deux Lucas qui lèvent la main. Lucas Durand pour continuer sur la musique. Bon bah bonsoir Guillaume Saint-Lugringe. Du coup, moi, au vu de toutes les questions et des réponses et des témoignages, moi je voulais poser comme Pierre une question au niveau de la musique. Du coup, moi je voulais savoir si ça avait pas été, si ça avait été compliqué ou pas de gérer à l'époque du coup de la sortie du film, de devoir être acteur, mais en même temps de devoir faire un album, parce que du coup. La plupart du temps, moi qui ai un peu des cultures sur les films avec des rappeurs dedans, donc des fois certains font quelques titres, mais c'est plutôt des mixtapes Ouais. avec du coup plein d'artistes. Et du coup là, donc il y a vraiment l'album Comment c'est loin, donc des casseurs flotteurs. Et je voulais savoir si ça n'avait pas été trop compliqué de mêler en même temps acting, parce que je sais pas, mais je crois que c'était tes débuts, enfin je crois que c'est ton premier film ou
peut-être, Ouais, je sais pas ouais, ouais. exactement. Et je voulais savoir si ça n'avait pas été trop compliqué de faire acteur et en même temps devoir faire un album. Et juste avant la réponse, Pierre en a parlé juste avant, mais Inachevé pour moi est une musique incroyable qui m'évoque beaucoup de choses. Et là, le film, ça fait plusieurs fois que je le vois. Ouais. Et encore de le voir à la fin, cette scène avec Inachevé, cette musique, elle est trop importante. Et voilà, je voulais le dire. Merci, merci beaucoup. Euh, Non, à l'époque, je crois que je me rendais pas compte, quoi. Tu vois, c'était trop dense, ça allait trop vite. Du coup, j'avais pas le temps de me poser la question. Tu vois, l'acting, le truc, est-ce que je vais pouvoir jouer dans Carbone, par exemple, qui arrivait juste derrière, préparer le film en même temps que, je sais pas, en même temps d'aller tourner pour défendre l'album du film en salle, tu vois. C'était juste un truc, si tu veux, j'ai tellement rien foutu de ma vie pendant 10-15 piges, mais vraiment, tu vois, qu'à un moment donné, quand c'est arrivé, tout ça, je crois que j'ai profité de chaque instant, tu vois. Et même même en finissant dans des états de fatigue avancés, tu vois, genre vraiment, à l'époque, ma nana qui joue dans Comment c'est loin, c'est mon ex, tu vois. On est restés quasiment 10 ans ensemble. Et elle pétait un câble quand tout est arrivé parce que j'étais déconnecté. J'étais déconnecté de la réalité. J'étais seulement dans mes matrices de tous les jours, on avait des trucs à faire, des impératifs de travail, des coups de fil, des trucs, on devait être à gauche, à droite. J'avais plus de temps pour moi. J'étais dissocié vraiment de ce que j'étais. Et du coup, le retour à la normale me semblait fade, tu vois. Et je profitais de tout ce qui m'arrivait, tu vois. En plus, j'avais envie de jouer pour Olivier Marchal, tu vois. J'étais fan du réal, je connaissais sa filmo déjà par cœur, et c'était fou, tu vois, pour un mec qui avait rien foutu de sa vie, d'avoir juste suivi son pote sur des projets de musique et un film, et qu'on vienne me filer ces opportunités de taf là derrière, c'était surréaliste en vérité, tu vois. Mais j'en ai profité, quoi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je te dis tout me semblait fade, le retour à la normale me semblait fade, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je me suis détaché aussi de cette espèce de matrice parce que Enfant Lune a moins marché, ça n'a pas été un carton, et que c'est resté un truc plus confidentiel. Et que après, je me suis embarqué sur l'écriture d'un livre, tu vois, donc je suis pas quelqu'un de mainstream. Je pense que je suis pas ce genre d'artiste-là, tu vois, qui prend son temps pour sortir des espèces de trucs colossaux. Et je fais mes trucs à mon échelle, tu vois, et ça me plaît. Et je suis redescendu de 15 étages et je suis sorti de cette espèce de matrice-là qui avale tout sur son passage, espèce de trou noir. Et du coup, ça fait 2 ans, à peu près, tu vois, que j'observe ça avec un peu plus de recul, mon parcours, les artistes qui marchent énormément, ceux qui sont un peu sous les radars. Et je me dis, moi, ce qui me convient, c'est ça, tu vois, c'est dans un truc où j'en oublie pas les essentiels. L'essentiel, c'est l'amour des potes, d'une chérie, la famille, les moments qu'on peut passer ensemble. Tu vois, et ces métiers-là, à haut niveau, ils t'éloignent toujours plus de toi et pour moi, des essentiels, tu vois, des choses importantes de la vie, quoi. Même si on vit des moments fous, des moments en suspens, tu vois, avec Aurel, on a fait des festivals devant des 30 000 personnes, on a fait des trucs fous, tu vois. Mais voilà, c'est une période révolue que j'ai adoré vivre, et que j'ai pas trop compris ce qui se passait. Il y a eu un condensé de 4 ans, j'ai l'impression que, tu vois, ça a duré 3 mois. Tout est allé très, très, très vite, tout s'est enchaîné hyper vite. Et ça m'a nourri à plein d'endroits, tu vois, mais je suis content d'être revenu à quelque chose d'un peu plus normal. D'accord, bah merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Sorry, tu as une question parce que je passe des mains levées au chat et du chat aux mains levées. Sorry, tu es là? Ouais, du coup, c'était pour savoir en fait quelle a été ta plus grosse prise de tête avec Orelsan. C'est quoi, j'en ai jamais eu, c'est fou, hein. J'en ai jamais eu une seule. Mais c'est Non. pour ça qu'à l'époque, nos meufs, elles disaient que, tu sais, ma meuf qui est dans le film, donc, qui s'appelle France, qui joue le rôle de ma nana dans le film, France, elle me disait, on sortait ensemble à l'époque, et Aurel avait déjà sa copine.
Et elle me disait, mais je suis sûr qu'un jour, je vais vous péter en train de vous embrasser. Tu vois, genre, je kifferais vous attraper derrière une porte en train de. Elle était, tu vois, on s'est jamais pris la tête avec Aurel. Mais elle me disait aussi des trucs fous. Elle me dit, ouais, mais vous avez des réflexes de vieux couple. Quand elle venait passer des week-ends chez Aurel, moi je vivais chez Aurel, elle me disait le matin, vous vous levez, tu sais, ça se dit bonjour et ça se calcule plus, tu vois. Genre des trucs de ça, et on s'est rodé, on se connaît par cœur. Des trucs de vieux couple. Elle était convaincue qu'on était, tu vois, qu'il y avait un truc ambigu et tout. C'était des barres. Mais on s'est jamais pris la tête avec Aurel. Jamais, c'est gueudin. Mais qu'est-ce qui a fait ça, du coup? Je me permets, hein, d'ailleurs, félicitations pour le film et pour toute la musique. Hein. Je suis un grand fan et inspiré, on va dire. C'est gentil. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que justement, vous n'avez pas eu d'engueulade, pas eu de manière de faire une communication? Non, je pense que c'était hyper. Mais dès le début en plus, quoi. Même à l'époque où il n'y avait rien du tout et on ripait le macadam dans le camp, on allait en soirée, on s'est jamais pris la tête, tu vois. Du coup, je sais pas ce qui a fait ça. Je pense que c'est la diplomatie folle ou la sagesse d'Aurel. C'est pas Aurel pour le sortir de sa réserve, pour que lui sorte de sa réserve. Je pense qu'il faut y aller vraiment vénère, tu vois. Je l'ai jamais vu vraiment s'énerver contre qui que ce soit ou lever le ton même. C'est un mec placide, il règle les trucs avec vachement de distance et de sagesse, tu vois. Et moi, j'étais, je pense, assez admiratif de ça. Je me disais, putain, c'est fou parce qu'on a des vies décousues, on se démonte, tu vois. Genre, vraiment, on se met des races de ouf, machin. Et le mec, il reste sage, quoi. Du coup, moi qui avais un tempérament peut-être un peu plus imprévisible ou survolté, ou tu vois, j'avais des coups de sang, des trucs où je partais en état second. Je pense que la présence d'Aurel me tempérait, tu vois, d'elle-même. Du coup, pas de prise de tête avec Aurel, jamais. Non, mais ça sent de fou, ça sent même dans votre musique. Moi j'ai grandi avec vous. On est avec Orelsan et Gringe. Et vraiment, merci pour ce que vous faites, parce que vous nous avez inspiré. Moi, je vous dis, c'est ma deuxième école, on va dire. C'est ma socialisation secondaire. Appelle-moi papa, j'espère qu'on a du fort. J'appelle Daddy Orelsan et Gringe. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est, par exemple, les sons comme Ils sont cool, comme Deux connards dans un abubus, Les putes et moi. Comment, en fait, comment vous viennent ces inspirations? C'est de la discussion, en fait, quand tu écoutes ce genre de son. Tu es en train de discuter avec ton pote. Et tu es en train de discuter et tu poses sur la musique, quoi. Ouais, mais tout part de là, en vérité. Tout part de là, tu vois. Il y a des trucs, en fait, je pense que quand tu vis en communauté, comme on est vraiment dans des espèces d'hippies 2.0, quoi. Mais quand tu vis en communauté avec les mêmes gens et que tu t'en viens à développer des réflexes de langage, des tics verbaux, des trucs qui n'appartiennent qu'à toi et ton groupe, tu vois ce que je veux dire. T'es dans le... Je sais pas, on était dans le... En plus, nous, on avait cette espèce, tu vois, de cet esprit créatif, parce qu'on écrivait, on rappait, mais dans les discussions, dans nos rapports de tous les jours, on réinventait notre langue, on la transformait, des trucs qu'on a... Ça, c'est pas forcément des trucs qui sont présents dans le film, tu vois. Mais en tout cas, c'est des trucs qui orientaient vachement notre écriture à deux après. Euh, Puis on avait des inspirations musicales communes, tu vois. Moi, j'étais très rap français, lui était très rap quinri, et du coup, on se faisait découvrir, écouter plein de trucs. Et au final, on avait vraiment des rêves communes. Et du coup, cette espèce de mélange là, de trucs un peu nébuleux, tu es en H24 avec ton gars ou tes potes et tout. À un moment donné, c'est comme une espèce d'éponge que tu gorges de plein de trucs. Quand on se mettait à écrire et tout, on avait juste à l'essorer, on avait 15 thèmes qui sortaient, on avait des paroles déjà, des idées de refrains, des conneries, on se faisait marrer même en écrivant. Ouais, c'était un truc, ça nous a hyper aidé, si tu veux. Et en même temps, je dis ça, on a mis 10 ans à sortir un Baumal. Hein. Et ça nous a hyper aidé. C'est juste qu'au moment où on l'a sorti, on avait accumulé tellement d'expériences de vie commune, de souvenirs en commun, qu'on avait juste à essorer l'éponge, tu vois. Mais des rêves d'éthique et des langages qu'on utilise nous aussi. Ouais, mais c'est propre à chaque groupe de potes ou tu vois, ou binôme. Ouais, on fabrique des mots, des conneries, des expressions. On se stimule comme as aussi, tu vois, je pense, pour tuer le temps. Et ça, c'est charmé. Quand on fait après quelque chose, c'est mortel. Il y a au moins une poignée d'oreilles qui demande une impro en direct, hein, Guillaume.
Non, mais ça, moi, je suis pas un jukebox, ou alors faut me filer du bif. Si on met pas une pièce dans la machine, il n'y aura rien. Non, non, je suis archi pas un mec du freestyle ou des trucs comme ça. Je n'ai jamais été ça. Les exercices de style, les démonstrations, machin, jamais. L'angoisse, l'angoisse. Allez, Dylan, parce que Dylan, non seulement il lève la main, mais en plus, il écrit des questions dans le chat. Tricheur. Bonsoir Gringe, déjà merci pour la présentation du film et tout ça, c'était vraiment très inspirant. Et oui, désolé Marc, j'essaye au maximum de pouvoir poser mes questions. Je vais d'abord revenir sur les casseurs flotteurs. En fait, ma question elle est simple, c'est toi personnellement, quels sont tes projets et aussi s'il y a des projets à venir avec Orelsan ou tout seul musicalement parlant? Alors avec Aurel, non. Avec Aurel, on avait ouvert une parenthèse avec le premier album des Casseurs qu'on devait refermer après cet album, tu vois. C'est parce que lui, il a sorti le scénario du film de son chapeau, et ensuite on a rencontré Kian et Navo qui nous ont proposé de faire bloquer, tu vois, parce que ça a duré 4 ans. Mais c'était prévu que ce soit une parenthèse dans la carrière d'Aurel et que moi, ce soit un tremplin, un truc qui me permette d'engranger suffisamment d'expérience sur scène et en dehors, en studio, pour pouvoir sortir un premier album, tu vois. Donc, avec Aurel, non, puis ça n'aurait pas de sens. Je pense que tu vois, c'était un groupe, on a formé ce groupe qui a cristallisé, en tout cas sur les projets qu'on a fait, une tranche de vie, une période de vie révolue. Et on s'était dit, c'est un truc, voilà, on va déplacer le curseur à un endroit quand on a 25-30 ballets, tu vois, et qu'on glande et qu'on machin, et on va essayer d'étirer des thèmes, des trucs, des délires à partir de ça. Mais voilà, du coup, non, on a chacun notre truc maintenant, tu vois, on est toujours en contact et c'est mortel, mais Aurel, je pense que quand il disparaît comme ça, c'est bon signe, tu vois, c'est qu'il revient généralement avec des trucs un peu fous, mais je dirais rien. et ouais, après, c'est des projets, faut les relancer soi-même, quoi, faut les créer. Moi, avec le bouquin, on m'a proposé d'en faire un deuxième. Ma maison d'édition m'a refait une proposition. Ça m'a tellement plu que j'ai dit oui, je ne sais pas quand, mais j'y retournerai. J'ai envie de refaire quelques morceaux, mais c'est pareil. Je voudrais que j'aurais envie, dans l'idée de faire fusionner l'écriture littéraire et le rap, tu vois. Donc, je ne sais pas, je réfléchis, c'est un peu nébuleux dans ma tête, mais je réfléchis à un moyen d'associer musique et écriture littéraire. Et j'accompagne un petit mec, pour ceux qui sont venus en concert sur Enfant Lune, il y avait mon petit backer, Sydney, un petit métis qui s'est mis au rap après la tournée. Donc je me suis dit, ouais, t'as 28 ballets, ça va être compliqué là, de se mettre au rap à ton âge, tu vois, mais ça l'a tellement piqué qu'il a pris un niveau fou en très peu de temps. Et ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur son premier projet. Et je l'accompagne, quoi. Je fais de la direction artistique. Je lui transmets un peu ce que je sais. Puis ça me passionne aussi, tu vois. Je découvre c'est un nouvel exercice que je découvre et je trouve ça mortel. Donc voilà, pour les projets, il y a une série qui sort, une petite mini-série Canal qui sort en octobre, je crois, à laquelle j'ai participé. Mais j'en reparlerai d'ici là. Et voilà, après, il faut que je relance des trucs. Là, je suis à sec. Pour l'instant, frérot, je suis à sec. Camille. D'accord. Et du coup, j'avais juste une deuxième question, mais très rapide. Et je l'ai vu passer dans les commentaires. Ça concerne l'industrie musicale, du coup. Si je ne me trompe pas, tu as participé, tu as fait une apparition dans la série Validé. Ouais. Ouais. Je voulais juste savoir, du coup, si la représentation qu'il y a dans la série, même si ça reste très scénarisé, c'est la réalité de l'industrie musicale ou si ça reste vraiment, ça n'a rien à voir du tout. Non, je pense que ça s'en rapproche vachement, mais pareil, moi, c'est que des échos, tu vois. Après, c'est terrible, parce que Franck, c'est un poteau, mais j'ai pas vu la série. J'ai vu le premier épisode gratuit sur YouTube et après, j'ai pas vu. Fallait que je m'abonne à Canal, ça me cassait la tête. Donc, j'ai pas vu la série. Mais de ce qu'on m'en a dit et de ce que je sais de ce milieu-là, oui, je pense que c'est assez fidèle à la réalité, quoi. Certainement qu'après, c'est caricatural et que c'est parce qu'il faut aller vite et que tu ne peux pas rentrer dans trop de détails, tu vois, mais je pense que c'est assez fidèle à ce qui s'est passé à une époque, en tout cas dans le rap, même les clashs, tu vois, les guerres de clans, les coups de pression maison de disques, l'espèce de prise d'otage financière où tu venais faire signer des artistes de force à des majors. C'est des trucs qui ont existé avant.
Merci, Camille, merci pour la réponse. Camille, tu as posé une deuxième question et j'aime bien ta première, donc go. Oui, bonsoir. Donc, je me demandais deux questions. Vous m'entendez bien? On t'entend bien, Camille. Je... Notamment. Grillé. Donc, je me demandais notamment, par rapport à Comment c'est loin, s'il y avait une importance dans le film à la santé mentale, notamment votre état d'esprit au sein du film et aussi durant ce moment de votre vie à toi et Orelsan, qui aussi donne du courage, beaucoup de courage et de persévérance. Ouais. Voilà. Et ça, on s'en était pas rendu compte en le faisant, que ça donnerait du courage aux gens, que ça les stimulerait à vouloir, tu vois, se sortir de leur petit truc. Ouais. Mais du coup, j'ai pas compris ta question sur la santé mentale. Oui. Quelle est ta question, Camille? Est-ce que, notamment... le fait de savoir donc si être notamment dans une ambiance qui est peut-être pesante au niveau de l'entourage, mais aussi ambiant. Ah et ouais, en fait, on a vraiment l'impression que vous vous tirez vers le haut tous les deux. Vraiment, vous tirez tous les deux vers le haut, vous vous sortez de vos émotions négatives et quelque part, vous faites un projet foisonnant et vraiment fantastique. C'est ouais, ça mais qui est extraordinaire, je trouve. c'est extraordinaire parce qu'après Aurel, là, tu vois, genre, je veux pas m'octroyer des mérites. C'est vraiment Aurel qui a créé ce truc-là, mais c'est vrai que c'est vrai que ça vient, en tout cas, résumer de manière hyper autobiographique tout ce qu'on a pu vivre tu vois, pendant 10 piges, quoi. Et c'est vrai que si le fait de vivre ensemble, tu vois, d'essayer de vivre dans la bonne humeur, de se faire des vannes, d'essayer de trouver des trompe l'ennui. On avait le rap, il n'y avait pas que ça. Ouais, c'est tout un truc. C'est vraiment le truc de, ouais, comme tu dis, l'environnement, je pense, l'environnement social, géographique, les absences de projection, les difficultés à se projeter. Tu vois, tu te dis, mais quel taf, même si je finis mes études à Caen, quel taf je vais trouver à Caen, tu vois. Moi, les peu de jobs que j'ai fait à Caen, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique 6 mois, mais tu vois, je voulais me foutre en l'air. Il y a très peu de choses, à moins que tu montes un truc, que tu aies quelque chose de concret, que tu tentes de le matérialiser, tu vois, mais il y en avait très peu. Petits entrepreneurs à Caen, des potes qui ont monté leur boîte, leur sketch. On avait un pote qui avait monté un skate shop, tu vois, à l'époque. C'est rare, tu vois, c'est des initiatives perso qui restent rares. La vérité, c'est que nous, on est tout fait, je pense. Au bout de 10 ans, au même endroit, tu vois, on est tout fait. Et à un âge où on avait envie de se connaître davantage, de voir du pays, et du coup, ça a été une aubaine. Mais c'est vrai que tu vois, la musique, ça a été une aubaine. Le fait qu'Aurel ouvre les portes et derrière, qu'il y ait tout ça, mais c'est vrai que ouais, je sais plus ce que je voulais te dire. J'ai un truc qui vient de partir dans la corbeille de mon bosser, là. Je sais plus ce que j'allais dire. Mais ouais, dans le truc, oui, c'est plombant. Ça peut vite devenir plombant, tu vois, d'être dans un même endroit et surtout à vos âges. Tu vois, il y a un truc de. Je pense qu'il y a une expression de vieux qui dit les voyages forment la jeunesse. Je te jure, en fait, tu peux voyager même à 10 km de chez Watt, en vérité. Tu vois, descendre dans le sud, monter à Paris, aller, je sais pas, en Italie, en Espagne, tu vois, bouger, tu vois. Et ça, la musique nous a permis de faire ça, de voir du pays, de voyager même en dehors des frontières, tu vois, d'aller en Colombie, faire des concerts. Aurel, il a fait une série de 3 concerts en Colombie, tu vois, c'est un truc, personne ne le sait, mais on est parti à Medellín, je sais pas, en Angleterre, après ils sont allés au Japon, on a fait plein de la Réunion, on a fait... Mais c'est se dire aussi que finalement, tout ce qu'on a vécu de manière qu'on pensait de manière passive, en dehors, en étant un peu en marge de tout, finalement, tu vois, on s'est dit que de ça, on pouvait en faire quelque chose de concret, on pouvait en faire des morceaux déjà,
après, les morceaux ont propulsé Aurel et nous ont permis, nous, de raconter notre histoire commune. Mais tu vois, je suis convaincu que moi, être dans l'observation, c'est rentable si, je sais pas, si tu prends des notes, si tu es suffisamment observatrice. C'est quelque chose que tu peux monnayer à l'arrivée, tu vois. Tu peux toujours en faire quelque chose, quoi. Écrire pour toi, même juste ça. Tu vois, quand je te dis monnayer, c'est même pas, on s'en fout je parle pas d'un succès commercial ou quoi, c'est juste de l'observation peut naître, déjà ça renseigne beaucoup sur soi, je trouve, et sur les gens. Et puis de ça peut naître plein de choses, tu vois, selon plein de vecteurs différents, artistiques, enfin plein de trucs sociaux. Faut pas s'enterrer vivant, quoi, tu vois. C'est ça qui rend fou. Lucas Ramaïf Arrivo, cette fois-ci. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ok, ça marche. Bah, déjà, salut Gringe ou Guillaume Tranchant, à toi de voir. Gros respect pour toi déjà, pour ta Merci. carrière et tout, tu vois. Grosse force pour la suite, pour tes projets et tout déjà. Et ouais, non, j'avais juste une simple question, enfin, c'est une question un peu méta. Je sais pas si tu te poses des questions philosophiques toi aussi, mais est-ce que, euh, enfin, si tu retournais à cette époque, donc à quand, il y a 10 ans, Ouais. est-ce que tu changerais des choses par rapport à tes actes ou même par rapport à Ouais, d'autres choses de que ouf. tu aurais pu faire, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Ça a été un supplice. Au bout de 6-7 ans, à vivre un espèce de jour sans fin. Je sais pas si tu connais ce film, Le jour de la marmotte. C'est un Non, film des années 4. Ouais, c'est pas de ta génération, mais c'est ouais, c'est mortel. pas... Ouais, mais parce que je dis ça parce que c'est avec un comédien charmé dont j'ai oublié le nom, mais c'est un putain de comédien. Putain, c'est fou ça. J'ai plus le nom. Mais c'est un jour qui se répète en permanence, tu vois. Et lui, il essaie de se sortir de ça, en fait. Et c'est vraiment la métaphore de ce que je vivais à l'époque. Sentiment d'un jour qui se répète en permanence où je faisais juste fonctionner mes fonctions vitales. Je mangeais, je dormais, je fumais, tu vois, genre je m'anesthésiais, alors qu'à l'origine, c'était une volonté de ma part de me détacher tu vois, de tout le reste et de vivre un peu en marge. Sauf que la marge, elle te rattrape à un moment donné, tu vois. Et du coup, c'était quoi ta question de départ? Que je parte pas dans tous les sens. Non, non, c'était plus... enfin, par exemple, tu sais, par exemple, tu as fait peut-être, enfin, Ouais. des actions plutôt avec, par exemple, je sais pas, avec ta go ou même, je sais pas, tu vois, Ouais, d'autres ouais, actions professionnelles que tu aurais pu faire, par exemple. Est-ce que tu ouais, aurais bien sûr. changé des choses ou... Ouais. Je sais pas si j'ai si j'ai des regrets, c'est sûr. J'ai certains regrets où je me suis manqué, où je suis passé à côté peut-être de ma copine de l'époque, tu vois. J'en ai fait baver, par exemple. Mais moi, j'étais euh, j'étais très sombre, quoi. J'étais hyper dans l'autodestruction, donc il y a des choses que je ferais différemment, évidemment. Et en même temps, ce qui me permet de me connaître aujourd'hui à peu près bien, euh, c'est dû au fait que j'en ai chié et qu'il ait fallu que je me sorte aussi des moments, de certains états, que je me laisse faire, que je chope une main tendue. Je suis la somme de ce que j'ai traversé, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas. Enfin, je veux dire, avec le recul, j'ai vécu des moments difficiles, j'ai vécu des moments hyper heureux aussi, tu vois. Mais non, je referais rien différemment, je pense, parce que voilà, parce que je réfléchirais pas de la même manière. Je pense que tu vois, ça biaiserait, mais je sais pas. J'ai une vision qui est. Je commence à partir dans tous les sens. Ça fait longtemps qu'on parle, c'est pour ça. Non, mais tu vois, le truc, c'est j'ai des regrets, mais comme tout le monde, je pense. Tu vois, de conneries, d'actes manqués aussi, des trucs que j'aurais pu faire, de wagons tu vois, que j'ai laissé filer. J'étais pas mais avec le recul, j'étais pas suffisamment mature, je pense, tu vois, évidemment. Il me manquait des choses. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux mes failles, mais parce que j'ai eu le temps de les observer, tu vois. Je me suis retrouvé face à elles de très longues années, quoi. Ouais, je vois. J'avais juste une petite dernière question. Euh, En fait, moi, je suis dans des études pour devenir manager d'artiste, du coup. Et Ouais. bah, je me disais, en fait, qu'à l'époque, quel rapport tu avais, du coup, avec ton manager de l'époque? Est-ce qu'il te mettait beaucoup de pression par rapport, du Euh, coup, parce que vous n'avez pas fait des sons, etc. Ou, comment ça non, s'est mais passé, en fait? nous, on n'avait pas de manager. On n'avait pas de manager. Notre manager et le mec qui chapeautait le tout, c'était Scred. Ouais. Et Scred, Pardon, comme ouais. c'était un pote, c'était aussi un pote, ou même avant tout un pote.
il nous mettait des coups de pression, tu vois. Il nous mettait même des coups de pression sales, hein, souvent, quoi. Mais c'était pour nous tirer vers le haut. C'était toujours, tu vois, fait pour Bienveillant, en fait. ouais, bienveillant, pour provoquer des réactions. Et ça a été, lui aussi, ça a été une locomotive et un moteur, quoi. Aurel, c'était une locomotive artistique, créative. Fred, c'était le pragmatique qui savait, tu vois, qui avait un plan et voilà, qui avait une espèce de vue d'ensemble là-dessus et qui savait où on irait si on s'en donnait les moyens. Donc, des fois, il a ramé pour nous rassembler, Aurel et moi, ou Aurel ou moi séparément. Mais pas de manager. Et même dans les labels dans lesquels on a co-signé, tout ça, c'est des labels indépendants qui nous ont permis de garder la main mise aussi sur notre art, de garder une certaine liberté de ton quand on fait des morceaux un peu trashos et tout, tu vois. Genre, on n'a pas tout un label qui nous tombe dessus, un service juridique qui nous dit c'est chaud, il va falloir qu'on mette des thunes de côté pour les avocats, tu vois. Pourtant, Aurel, il a eu des histoires et tout avec la justice pour certains morceaux. Mais assumé par les labels derrière, le tourneur, tu vois, des gens qui bienveillants, qui comprenaient la démarche artistique et qui avaient suffisamment de distance avec. Donc, c'est hyper important. Moi, je n'ai pas de manager depuis les Casseurs, mais ça a été une volonté de ma part aussi de conserver cette espèce de fonctionnement un peu, tu vois, en autarcie, on fait tout seul et on fait écouter après aux gens du label. Mais en vérité, c'est hyper utile. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça me manque un peu parce que je suis moins dynamique, je suis un peu plus, tu vois, je me laisse peut-être un peu plus aller en ce moment. Peut-être que c'est dû aussi au confinement. Et je me dis que dans ces moments-là, si j'avais un mec pour me secouer ou me rappeler un petit peu à mes devoirs ou peut-être me trouver des plans, de trucs, tu vois. Ça te pousse à voir le haut, en fait, simplement. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment une histoire de binôme en plus. Un manager et son artiste, c'est pareil. C'est comme un binôme comme Aurel ou moi à l'époque. On est censé se tirer vers le haut en permanence, tu vois. Ouais. C'est hyper important. Après, c'était juste pour faire le parallèle parce que en fait, c'était plutôt Scred en fait, qui avait, on va dire, ce rôle entre guillemets, évidemment. C'est juste pour ça qu'il disait ça. Complètement. Il avait la vision, il sortait d'une école il avait fait du marketing, du commerce, il savait comment vendre les trucs aux gens, tu vois, il avait le langage, il parlait la même langue en label. Et puis il était rassurant, quoi. On avait quelqu'un autour de nous du même âge qui était beaucoup plus cadré, et qui nous prenait par la main et qui nous emmenait où on devait être. C'est hyper important, les jobs, tu vois, ce que tu veux faire et tout, c'est déterminant. C'est déterminant dans le parcours d'un tas d'artistes. Merci à toi, franchement. Je t'en prie. Pardon. Guillaume, tu as vu, il reste 72 000 questions. Tu as fait une toute petite allusion à ta fatigue. Quand on peut plus, tu nous le dis. J'ai un fond de jus de litchi, tout va bien. Alors, je t'ai parlé des 72 commentaires sur le thé et la scène du thé au micro-ondes. Et on va passer à Léa. Ouais, on l'a déjà fait. Pour répondre aux gens, je pense que c'est ça, mais on a déjà mis de l'ice au micro-ondes, bien sûr. Léa, c'est Ouais, c'est à moi, c'est ça? Oui, c'est à moi. Je suis un peu stressée parce que je suis une grande fan aussi, donc du coup, voilà. J'ai des questions un peu sensibles, on va dire. J'essaie de la retrouver parce que j'ai mis dans le chat il y a un moment déjà. C'était notamment comment toi tu l'as vécu d'être justement ce mec qui rentre pas dans une case, qui correspond pas au code et en plus tu l'as fait volontairement, mais comment tu l'as vécu ça? Mal dans un premier temps, tu vois. Ouais, parce que tu vois tous tes potes, ton entourage, enfin, tu vois des gens pour avancer, poursuivre, concrétiser des choses dans leur couple, dans leur vie professionnelle, même à 20 balais, tu vois des gens vraiment s'engager dans des voies, dans des trucs et y aller, quoi. Et toi, tu te dis, ah là là, vous tombez tous dans le panneau, tu vois, genre, moi, vous m'aurez pas. La vérité, c'est que quelques années après, tu es là, forcément que tu t'isoles énormément en choisissant, en empruntant un mode de vie comme celui-là, tu vois. Tu t'isoles fatalement. Et tu as toujours des compagnons de fuite, des potes de fuite qui sont avec toi, mais ça tient, c'est jamais très solide, tu vois. Ça tient à peu de choses, quoi. À un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt, se mettre volontairement en marge. Moi, après, c'était alimenté par des choses. Je pense que j'avais des démons, des trucs. Tout coulissait, tu vois. J'avais à la fois puis une éducation. Moi, j'ai mes parents artistes, tu vois. Ma maman qui a été comédienne de théâtre hyper longtemps, des artistes à la maison. Donc, tu vois, j'ai baigné dans un espèce de truc hyper libre
mais ça a ses dangers, ça, tu vois. Ces modes de vie-là, comportent des dangers, quoi. Se détacher. Et se détacher des autres et de ses contemporains, à un moment donné, c'est aussi se retrouver, ne se suffire plus qu'à soi-même, tu vois. Et ça a ses limites, ça, tu vois. C'est compliqué, quoi. Puis tu peux pas faire tenir de relations amicales, amoureuses, là-dedans. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, j'en garde, tu vois, des séquelles. Quelques séquelles de cette époque-là. Et dans mes relations, j'ai encore du mal à m'ancrer dans mes relations et dans une certaine forme de réalité, tu vois. Là, je suis dans un appart, j'ai toujours pas, ça fait 5 ans que j'y suis. Pour de vrai, j'ai pas déballé un carton. Ah ouais? Ouf, ouais. Mon mobilier, Ok, machin, ok. mon truc, c'est des cartons, tu vois. Mais je kiffe, c'est un espèce de joyeux bordel où je me sens libre de créer, où je me sens. Ça n'empêche pas, tu vois, ça empêche pas des potes de passer, machin, mais la vérité, les gens hallucinent, tu vois. Les gens qui rentrent dans ma vie ou des gens avec qui et qui découvrent l'envers du décor se disent mais comment tu fais en fait pour vivre t'es quasi en dehors du temps, tu vois, et pourtant ponctuellement tu reviens avec un truc, un projet, un machin. Et la plupart du temps tu vois, ma nana me disait je comprends pas, tu vois, genre, je comprends pas que tu bosses quand tu regardes par la fenêtre. La vérité, tu vois, c'est ça. L'image la meilleure image pour symboliser, enfin la meilleure image pour illustrer mon mode de vie de fonctionnement, c'est ça, quoi. Je mate par la fenêtre pendant que les autres s'activent et tout, je mate par la fenêtre et c'est ce qui me fait, tu vois, c'est à partir de ça, je bosse, je réfléchis, je développe tu vois, des trucs. Mais ouais, voilà, quoi. En gros, j'ai complètement zappé la question. Non, c'est bon, tu as bien répondu. Pour tes Ça cartons, en tout ça cas. correspond Ouais. parfaitement. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Cartons, ouais. Donc voilà. Gédéon, c'est à toi. Vous m'entendez? Ça passe? D'accord, ok. Alors, franchement, mes respects aussi, je te transfère les respects de la part de mon petit frère, qui n'est pas là, il est en Afrique, il vous kiffera pour façon de faire le travail et tout ça. Merci. J'avais une question par rapport en fait à l'inégalité musicale qui existe dans le monde. Parce que je sais que vous avez taffé dur, j'ai suivi un documentaire sur YouTube avant sur toi et Orelsan, comment vous avez fait pour en fait vous en sortir et tout ça. Vraiment, beaucoup de respect, mais heureusement que vous êtes en France. On sait qu'en France, il y a quand même, en fait, il y a quand même cette chance-là pour la considération culturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du rap, il y a un peu une considération derrière, un soutien. Parce qu'il y a une économie derrière, surtout, tu vois. Mais il y a des structures après, je suis d'accord avec toi. Oui. Et ma question, voilà, et par exemple en Afrique ou dans d'autres pays, je vais dire des pays qui ne sont pas aussi développés que la France, il y a ces soucis-là, il y a des gens qui ont du talent et tout ça, qui sont très bons, mais qui n'arrivent pas en fait à réaliser leurs rêves musicaux surtout. Alors, toi, personnellement, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à mettre des choses en place pour venir en aide à quelques personnes? Voilà. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, je peux faire un parallèle. Tu vois, nous, quand on vivait à Caen, faire du rap notre métier, c'était impensable. Il fallait qu'on monte à Paris, tu vois. Et monter à Paris, c'était seulement à 3 heures de train. Et nous, on s'en faisait tout un périple, un truc. C'était une épopée pour arriver à Paris et intéresser des labels qui ne se concentraient que sur les artistes parisiens, ou à Marseille aussi, ça se développait pas mal, tu vois. Mais la province, c'était, tu vois, je fais un parallèle avec la situation que tu peux vivre ou en Afrique. Effectivement, il n'y a peut-être pas la même quantité de structure, la même qualité de structure, le même soutien économique, des gens formés pour diriger des maisons de disques, pour faire tourner ça, tu vois. Du coup, je ne sais pas, le regard que je porte là-dessus, c'est aujourd'hui, je pense qu'avec le net, c'est hyper ambivalent parce que c'est à la fois un tremplin, je pense, si tu arrives avec un univers hyper marqué, avec une personnalité singulière, avec tu as réfléchi à ton truc, je pense que tu peux frapper, tu peux toucher large, tu vois. Mais il y a aussi un tel comment dire, il y a tellement de gens et il y a une telle quantité je parle du rap là en l'occurrence, tu vois, de jeunes artistes qui veulent émerger, qui veulent en faire un taf. Que tu te retrouves dans un espèce de truc un peu chaotique où tu sais plus, tu as l'impression que tu as 150 mecs qui font exactement la même musique. Tu vois, il y a énormément
Donc, c'est compliqué de trouver tu vois, ouais, c'est compliqué de trouver l'étincelle au milieu de tout ça, le petit mec ou la petite meuf tu vois, qui va être intéressante et sur qui il va falloir miser. C'est compliqué. Mais voilà, je pense que nous, en tout cas, de mon expérience, ce que je peux te dire, c'est que se structurer, ça commence par... Enfin, une structure, ça commence par soi, se structurer soi-même, tu vois. Et que nous, on s'est monté en association 1700, je ne sais plus comment elle s'appelle en France, c'est un truc où, tu vois, on a chopé... je pense que Scred a chopé des subventions à l'époque, ou qu'on a charbonné, enfin, en tout cas, Aurel et Scred ont charbonné pour s'acheter du matos. Nous, on allait dans mon IUT voler une tour d'ordinateur parce qu'il nous fallait une tour pour installer une carte son, tu vois. Donc, on est allé dans mon IUT récupérer une tour. Avec Aurel, on s'est acheté un micro à deux. On s'est installé dans un coin de garage de mes parents pour monter notre petit, tu vois, un petit home studio. On a commencé à maqueter comme ça, quoi. Et sans, pour le coup, vraiment sans aucune garantie que ça aille quelque part. On était à Caen dans les années 2000, tu vois. Le rap, c'était sur Paname et un peu Marseille. Et j'ai pas la suite de ta question, Gédéon, je me rappelle plus ce que tu m'as dit après. Tu voulais que je te parle de ça Oui, je pense que j'ai dit après, c'était par rapport à toi, est-ce que tu as pensé à mettre des trucs en place? Parce que je sais que parfois, par exemple, c'est que les joueurs font, après qu'il a percé, il essaie de mettre des trucs en place pour venir en aide en fait, aux jeunes qui il y en a qui ont des âmes d'entrepreneurs et qui... Mais moi, alors moi moins par rapport au rap. Moi, par contre, je suis dans un truc de la transmission, ça m'intéresse beaucoup. Et même le fait d'avoir planté différentes graines, un peu dans le cinéma, dans la musique, et là, avec le livre, dans la littérature, je mets de grands guillemets, tu vois, c'est par rapport à la schizophrénie et aux gens que ça a sensibilisé. Je suis devenu parrain d'une jeune association à Paris. Et on est en train de réfléchir à mener des actions concrètes. Et c'est une structure non médicalisée qui est tenue par des personnes schizophrènes et bipolaires pour des gens schizophrènes et bipolaires. Tu vois, et je trouve l'initiative mortelle. Et du coup, ça, c'est un truc qui, pour le coup, donne du corps et du sens à ce que j'ai pu faire avec le livre. Si j'essayais pas de pérenniser ça, de transformer ça en quelque chose qui n'est plus personnel, de réfléchir en termes d'espèces et moins d'individus, et comment je peux transmettre ou comment je peux apporter en tout cas ma contribution à ça, je le fais parce que ça résonne par rapport à mon histoire et parce qu'il y a énormément de gens qui en ont besoin, tu vois. Après, dans la musique, je suis pas du genre, tu vois, je me dis pas je vais monter un label et tout, je m'en fous, tu vois, j'accompagne mon pote, mon petit backer, je vais tout faire pour lui décrocher une signature et qu'il, lui, arrête de bosser dans son petit resto, tu vois, faire le serveur, machin et tout. Et voilà, ça fait un moment d'ailleurs qu'il est. Mais tu vois, genre, dans des trucs de transmission et d'accompagnement, ça me plaît. Et puis voilà, quoi, tu vois, c'est ce qui doit donner du sens aussi à ce qu'on a mis en place derrière, tu vois, c'est être dans l'échange. Je crois que c'est ça qui me stimule, quoi, être dans l'échange et voir comment fleurissent les petites graines que je plante, quoi. Adélie. Un respect. Oui, bonsoir. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais assez anxieux dans la vie en général. Et du coup, moi, je me demandais comment tu fais pour gérer l'angoisse au niveau, par exemple, de la médiatisation, au niveau de la presse. Même, je t'ai vu au Vieille Charrue il y a 2 ans, je crois. Et je me suis fait la réflexion et je me suis dit, mais ce mec a l'air super calme alors qu'il a une foule devant lui. Et du coup, ça m'a fait bizarre tout à l'heure quand tu m'as dit que t'étais, enfin, quand tu as dit à tout le monde que tu étais anxieux de base. Et je me dis, mais comment on fait pour gérer l'anxiété en sachant qu'il y a énormément de médiatisation et que ça touche énormément de gens avec l'industrie des musiques? L'exomil. L'exomil, Adélie. L'exomil, antidépresseur. Non, je déconne. Non, mais comment je fais? Non, mais c'est ça le truc un peu paradoxal. Je pense que je me soigne comme ça. Tu vois? Je pense que je me soigne comme ça. Et par exemple, mes quelques expériences dans le ciné, de tournage, j'ai tourné dans 4-5 films depuis Commencer loin. Ça, c'est vraiment un truc qui me soigne à différents endroits. Déjà dans le fait de connecter, de devoir connecter avec des gens très vite et très fort pour les besoins d'un film, créer des relations artificielles pour qu'elles puissent paraître réelles à l'écran. Il faut vraiment
Tu vois, faut créer de la rencontre et il faut tomber les masques, tu vois, en amont du film et pendant le film avec les gens avec qui tu bosses. Ça, l'exercice du jeu, c'est un truc qui me soigne aussi, qui me soigne pas mal de mes angoisses, quoi. Euh, et puis après, sur scène, il y a un truc qui te transcende, quoi, qui te propulse en état second, quoi qu'il arrive. Je pense pour tous les gens qui ont expérimenté tu vois, l'exercice de la scène et tout ça, il y a un truc où à un moment donné, évidemment, au début, j'étais terrifié. Hein. Et j'étais que le backer d'Aurel, mais je ne sais pas monter sur scène, je me chiais dessus. Tu vois, genre, vraiment, j'étais terrifié, j'en faisais des cauchemars. Mais il y a un truc à un moment donné où je sais pas, où tu prends possession de ton espace, où tu te dis, il y a un truc là, c'est un peu chez moi, tu vois. Et puis, il y a ce truc de je vais monter sur scène et je ne sais pas comment ça va se passer. Je laisse ce truc. Il y a des gens qui cadrent beaucoup, qui écrivent leur speech, leur machin, qui rythment leur show. Il n'y a rien qui dépasse. Et c'est aussi une manière de ne pas se retrouver à poil face à un public. Moi, je fonctionne à l'inverse. Tu vois, je suis dans l'imprévu. Je peux réagir tu vois, dans salle, les concerts en salle, je vais réagir à ce que les gens font, ce que les gens disent. Je vais pas mal parler, tu vois, entre les morceaux. Il y a un truc d'hyper thérapeutique et dans mon rapport à l'écriture et dans mon rapport au métier que je fais à la scène, au cinéma et aux rencontres, tu vois. Là, le bouquin, c'est fou, j'ai découvert une autre manière de communiquer autour d'un projet, tu vois, dans la rencontre avec des gens qui, pour certains, ne savaient pas du tout qui j'étais ou qui m'avaient vu dans tu vois, une émission et qui venaient se renseigner par rapport à la schizophrénie ou juste... et du coup, j'ai rencontré, enfin, je sais pas, j'ai été dans l'échange pur, pas biaisé, tu vois, des gens qui ignoraient qui j'étais, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant de me nourrir aussi des expériences des gens, d'avoir des confessions, des confidences sur leur vie, tu vois, leurs épreuves. Ça a été mortel. Et par rapport aux médias, après, moi, je suis quand même pas un mec hyper médiatisé, tu vois, genre, je me maintiens, quoi. Et je choisis, en plus, depuis le livre. Je vais plus faire des trucs qui m'intéressent pas, des trucs que je cautionne peu ou pas, ou que je trouve trop... tu vois, l'exercice de la promotion, il est nécessaire quand tu veux faire parler d'un sujet, d'un truc. Il faut le faire, quoi. Mais il y a des trucs que je ferai plus ou que j'ai pas envie de faire, tu vois. Donc, je choisis. Quitte à ce que ça marche moins, qu'il y ait moins de retentissement. Mais ouais. Et je suis moins exposé que plein de gens. Hein. Cécile, il faut que tu ouvres ton micro et que tu fasses taire tes deux copains. Bonsoir, vous m'entendez? Merci Adélie. Ouais, on t'entend. Super. Déjà, merci beaucoup pour ce temps consacré, pour ce partage hyper sincère. Et donc, je voulais juste poser une question. Tout à l'heure, tu parlais des difficultés et tu parlais du recul. Et je me demandais, si ce n'est pas indiscret, bien sûr, quelle a été là ou l'une des plus grandes difficultés pour toi quand tu as préparé l'album et surtout, est-ce que tu as eu un déclic et comment tu as surmonté en fait cette difficulté? Ouais, en préparant l'album, j'ai rencontré tout un tas de difficultés, à commencer par celle de plus être avec mes potes et de plus être tu vois, genre chaperonné, accompagné par un Aurel ou par un Scred, parce qu'eux, ils étaient déjà en tournée pour La Fête est finie. Du coup, on se concertait, mais de loin, et on se croisait rarement en studio quand ils revenaient de concert, tu vois, mais j'étais tous les jours en studio avec mon ingé, et je partais enfin, je partais je vais pas dire de rien, mais il fallait que je crée quelque chose, une ossature, une base, à partir voilà, en me concertant juste mon ingé, quoi. Et du coup, les difficultés qui arrivent dans la foulée, elles sont surtout celles d'avoir envie de baisser les bras, des moments où tu es en burn-out, tu es KO, ça fait 4 mois, 5 mois que tu bosses, que tu as 5 morceaux à peu près potables sur 10, tu vois, et que tu te dis putain, il faut que j'y retourne, ça va durer encore une pige, tu t'en vois jamais le bout. Et puis, ce qui m'a aidé aussi à surmonter ça, ces épreuves-là, c'est les rencontres, tu vois. Je parlais beaucoup dans des interviews de Léa Castel, on s'est retrouvés pendant la création de l'album, parce qu'on se connaissait déjà. Et là, elle m'a vachement aidé aussi à prendre de la hauteur sur ce que je faisais, à faire le tri.
dans mes morceaux, à optimiser, en optimiser certains, en rajoutant en rajoutant de vrais instruments. Yes. Du coup, ouais, ça a été ça, la grande difficulté, ça a été de me constituer une base de travail et un pôle de gens avec qui bosser, tu vois. Hey, man! Quentin Lotin qui joue avec son J'avais aussi une question. Déjà, bonsoir, Gringe. Merci beaucoup pour ce film. J'avais aussi une question à te poser. Là, en ce moment, moi, je sors mon premier album de musique. Ça fait 7 ans que j'en fais et je suis un peu à la fin du process. Et j'avais une question à te poser vis-à-vis de ça. Je vais te dire quel conseil, mais pas, qui ne fasse pas phrase, tu sais, de poursuivre tes rêves et tout. Quel un peu conseil tu pourrais me donner quand il s'agit justement de s'engager dans un projet, d'aller jusqu'au bout et d'essayer de le réaliser. Genre, ça dépend de ta nature. Après, si tu es un mec, une espèce de couteau suisse qui fait tout seul, machin, je te dirais juste de faire les choses. Et c'est ça, quand je dis planter des graines, c'est faire les choses. À un moment donné, tu vois. J'ai investi pour des studios, tu sais, pour avoir un studio tout seul et tout. Je le fais avec les prods. Ouais. J'ai monté l'équipe, on est 2 et on a monté un peu une petite équipe tout seul. C'est pour ça que je me reflète beaucoup dans Je pense que tout passe par là, en fait. Pour moi, ce qui est déterminant, c'est l'entourage que tu te constitues autour de ça. Pas seulement d'un mec qui fait tes prods et toi à l'écriture ou machin, mais des gens qui vont, je sais pas, réfléchir à une manière à une forme de communication peut-être un peu originale, à des gens qui vont clipper tes trucs. Moi, je me rappelle à l'époque de Commencer loin, j'étais déjà dans le 13e arrondissement de Paris et il y a l'école des Gobelins qui est pas très loin. Et à l'époque, on cherchait le logo du groupe. J'allais mettre, moi, j'allais punaiser des trucs aux Gobelins en disant cherche infographiste pour le logo, truc, nanana, contacter, tu vois, Gringe au 06, truc. Et je connectais avec des gens comme ça, tu vois. Et Aurel, il faisait ses clips tout seul. À l'époque de l'album, Aurel, il a fait Regarde comme il fait beau. C'est un truc qu'il a réfléchi tout seul. Il a storyboardé un truc dégueulasse en le dessinant n'importe comment. Mais dans sa tête, c'était limpide, tu vois. Et il a tout fait tout seul. Mais le premier clip d'Aurel, qui s'appelle Ramen, sur un son vraiment à l'ancienne, c'est un truc qu'il avait fait tout seul, avec un caméscope à l'époque. Il avait des plans, il avait découpé un fond de micro-ondes, il avait mis sa caméra dedans pour avoir un plan quand il ouvre. Tu vois, il s'était pris la tête. C'est vraiment un truc d'artisan. C'est un truc d'artisan, mais aujourd'hui, je pense, avec les moyens qu'on a et les moyens que tu as, dont tu disposes, tu vois, le net et la communication avec les gens, tu peux fédérer des gens et les aider être dans un truc inclusif, quoi. Et vous fabriquer une aventure à plein. Mais je pense que la force fait le nombre. Si tu es avec des gens passionnés. Bien sûr. Et tu me conseillerais aujourd'hui d'être signé par si jamais un label m'approche, tu me conseillerais de faire le pas ou pas? Parce que c'est différent aujourd'hui qu'avant. Ouais, mais j'ai pas de. Tu vois, je pense qu'une maison de disques, après, ça dépend lesquels, et ça dépend comment, et ça dépend ce qu'on. Bah, déjà, pour taper dans les radars d'une maison de disques, aujourd'hui, il faut faire fort, parce qu'il y a vraiment énormément de gens, tu vois. Mais ils sont toujours. Ils ont toujours des snipers qui matent un peu ce qui se passe. Mais toi, tu l'as bien vécu, ta signature. Ouais, mais parce que nous, justement, ça a été un choix de. Ça n'a pas été un choix par défaut. Nous, on a choisi une structure qui nous apporterait un support financier pour l'image, les clips, tu vois, avoir un truc qu'on ne soit pas trop. Qu'on ne pouvait pas financer nous-mêmes, quoi. C'est une banque, un label, c'est une banque, en fait. Et tu fais. C'est un investissement, enfin, tu fais un prêt, quoi. Tu fais des prêts, tu te rembourses sur tes projets, mais ils investissent des thunes s'ils croient en toi, tu vois, s'ils pensent que ton projet potentiellement a un potentiel commercial. Et puis, il y a des passionnés aussi en maison de disques, tu vois, s'ils kiffent ton truc, ils t'accompagneront aussi. Mais le truc, c'est de se structurer soi. Même ça, aujourd'hui, on peut faire tout seul, tu vois. Voilà, okay. Tu as des exemples d'indépendance incroyables aujourd'hui. Bien sûr, c'est pour ça que je posais la question vis-à-vis de ça. Le but du jeu, c'est de supprimer tous les intermédiaires entre toi et ton public. Bien sûr. Malgré tout, il te faudra des attachés de presse qui te défoncent pour t'obtenir des médias de qualité, des relais, tu vois, pour te faire que tu puisses être découvert et tout. Mais moi, je sais que par rapport à mon fonctionnement, je reste encore assez passif et tout ça. J'ai besoin d'une structure derrière. J'ai besoin de directeurs artistiques, de gens avec qui discuter. Tu vois, j'ai besoin de consulter des gens. J'ai besoin de ce relais-là. Sur le juridique aussi, tu vois, tu as des gens dont c'est le métier. Tu ne peux pas t'improviser juriste. Tu vois,
Ça, c'est un peu se raccrocher aussi à la vie, tu vois, un peu. Ouais, il faut. Enfin, je pense que c'est pour ça que chacun ait sa spécialité dans tu vois, un groupe avec un projet commun. Tu vois, chacun sa spécialité. Après, il faut y aller, il faut faire, tu vois. Ok. Bah, je risque de me prendre un peu, mais je t'enverrai un DM avec le titre de l'album quand il sortira. On croise les doigts, frérot, on croise les doigts. Bon, bah, merci Merci beaucoup hein, pour cette Avec franchise plaisir. et ce temps. Avec plaisir. Merci. Mon tour. Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Qui es-tu? Ok, super. Merci beaucoup pour la soirée, c'est cool. Et moi, je t'avouerais que je t'ai découvert assez récemment. Ouais. Et j'ai découvert ce soir que tu avais un frère atteint de la schizophrénie. Ouais. Et donc à ce sujet, parce que c'est un sujet qui me touche, parce que moi aussi j'avais un frère qui avait cette maladie, je voulais savoir ce que tu pensais de la vision un peu horrible qu'ont l'opinion publique de cette maladie, et si on pouvait faire un point rapide pour clarifier les choses et dire que la schizophrénie, c'est pas se réveiller en tant que Germaine, 76 ans, alors qu'on a 25 ans et qu'on est un homme. Ouais, ça c'est autre chose. Et que voilà, et que les schizophrènes, c'est pas tous des psychopathes, quoi. Ouais, de ouf, je suis d'accord avec toi. Déjà, il n'y a pas de dédoublement de personnalité quand tu es une personne schizophrène. Et chaque personne schizophrène, à chaque personne schizophrène, sa pathologie, il n'y a pas deux schizophrénies qui se ressemblent, tu vois. Mon petit frère, il a été sujet à des hallucinations auditives très fortes. Et quand je dis hallucinations, c'est surtout des voix parasites et des résidus de discussions qui se superposaient dans ses pensées, qui l'empêchaient d'être tranquille, en tout cas sur le plan psychique. Mais ouais, bien sûr, la schizophrénie, c'est pas des psychopathes, quoi. Tous ceux que j'ai pu, moi, tous les gens schizophrènes que j'ai pu croiser par le biais de mon petit frère quand j'allais le voir dans des cliniques ou dans des centres, des instituts, tu vois, c'est des gens qui souffrent d'un vacarme intérieur quotidien, permanent, qui souffrent aussi énormément du regard des gens, mais parce que les structures d'accueil médicalisées sont souvent en marge des villes, tu vois, c'est pas, on n'est pas dans un truc d'assimilation, d'intégration avec ces gens-là, tu vois, on est dans un truc comme on ne sait pas trop comment les soigner, on les fout à l'écart, physiquement, géographiquement. Et on les bourre de médicaments aussi. On les bourre de médicaments parce que aujourd'hui, une schizophrénie ne se soigne pas encore, tu vois, on peut juste traiter les symptômes, les atténuer. Comme un mal de crâne, ce que j'ai dans le bouquin, comme un mal de crâne qu'on va soigner avec un Doliprane. On va pas, en cas d'infection, de trucs, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de soins, tu vois, pour la schizophrénie. Mais c'est important d'en parler parce qu'il faut démystifier, c'est ça le truc dont j'ai pris conscience beaucoup, moi, depuis que le livre est sorti, c'est vraiment démystifier les défauts, et éduquer un peu sur tu vois, le côté ignorance de ces pathologies-là. Parce qu'il y a énormément de gens qui en souffrent, qui s'isolent. C'est une maladie qui t'isole d'elle-même, qui t'isole de fait. Et le regard des gens que tu superposes à ça, tu vois, fait que de toute façon, tu es dans un truc où tu es terré dans ton coin et tu n'oses plus en sortir, tu vois. Donc, juste libérer la parole autour de ça, je pense que c'est déjà un bonus, tu vois, pour ces gens-là, quoi. C'est sûr. Merci d'ouvrir la parole là-dessus. Je t'en prie. Et puis je pense que je vais m'intéresser plus à ta carrière et que ce soit ton livre ou ta musique grâce à cette soirée et à l'Institut de l'engagement. Ouais, c'est super gentil. Merci à toi, Vincent. Pauline, qui lève la main depuis des heures. Tu vas avoir mal au bras, Pauline, ça va être horrible. Oui, alors, je ne sais plus comment on fait pour enlever la main. C'est vrai que je lève la main depuis tout à l'heure. Déjà, merci pour la soirée, merci pour le film, merci pour tout le travail. Ça fait plaisir. Et j'avais une question plus par rapport à l'acting. Je voulais savoir quelle était alors, j'ai perdu la question un peu depuis le temps, mais
quelle différence d'expérience tu avais vécu entre l'acting live, notamment Comment c'est loin, ou tes autres expériences que je connais pas, mais voilà, et le rapport l'acting en doublage. Est-ce qu'il y avait une différence? Est-ce qu'il y avait une facilité vu que tu es rappeur, donc tu as l'habitude de travailler la voix, et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose où c'était plus instinctif pour toi, ce genre de travail du jeu, ou je sais pas? Tu parles du film Moutafukaz. Moutafukaz, ouais. Non, c'était une découverte, ça. Mais c'était accompagné par un mec dont c'est le métier et qui a doublé toutes les plus grandes voix. En fait, tu as un truc, un espèce de pôle en banlieue parisienne où tu as des studios, justement, de doublage. Et ils sont, je sais pas combien, mais ils sont une espèce de petite élite. C'est beaucoup des vieux de la vieille, parce que c'est un truc qui est, je sais pas, qui est arrivé dans les années 70, 80. Je sais pas, ils se sont développés à ce moment-là. Et donc, c'est vachement les mêmes personnes et qui se répartissent, qui se partagent les voix les plus connues. Mais nous, on l'a fait donc un peu coaché par un mec dont c'est le métier. Mais après, on y allait aussi avec ce qui était cool avec Run, c'est qu'il nous laissait aussi de temps en temps moduler un chouïa l'écriture, même si c'était tiré de son animé, enfin de sa BD, tu vois, et il fallait pas trop dénaturer le truc. Il nous laissait quand même de temps en temps, si on avait, je sais pas, une réaction, alors pas forcément écrite, mais tu vois, une onomatopée, un truc, une réaction de surprise ou machin, il nous laissait faire des trucs. Et après, on cherchait, nous, les intentions avec Aurel beaucoup, et ensemble, tu vois, on cherchait comment dire les choses. Elles étaient écrites et tout, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'acting où tu es, dans la vérité de l'instant, tu es dans la spontanéité. Là, c'est des trucs qu'il faut répéter 15 fois de suite. T'as jamais à part les gens dont c'est le métier, nous, on répétait tu vois, on repassait sur les mêmes phrases pendant des plombes et des plombs parce qu'il fallait trouver le ton juste et la bonne intention. Mais ça a été un exercice hyper ludique et charmé, quoi. Et d'un coup, de donner la parole à des persos sur écran, c'est fou. Ok, trop cool, merci. Guillaume, on va prendre les 2 dernières questions. Marcy, et puis Yann, tu te prépares, tu es dans les starts. Salut tout le monde. Alors du coup, c'est Pierrick qui pose la question. Je pique le compte Zoom de Marcy. Du coup, merci pour ce film Grinch. C'est 3 ou 4 fois que je le voyais. Et c'est marrant parce que je l'ai vu à plusieurs étapes un peu de ma vie. Et maintenant, c'est mon métier de faire de la musique. Et ça m'a fait rire de revoir des moments dans le film dans lesquels je me reconnaissais à fond. Où j'avais envie de rien branler pour me protéger aussi d'être déçu ou de me confronter à des échecs, tout ça. Et du coup, avec un pote, on fait beaucoup de sons. D'ailleurs, il s'appelle Aurélien aussi. Et pareil, des fois, on n'a rien branlé, tout ça. Et je me souviens d'une fois où j'avais quitté, je venais de quitter mon ex et il m'a dit ouais, en fait, t'as bien fait. Je suis resté 3 ans avec elle. T'as bien fait. J'osais pas te le dire, mais je trouve qu'elle t'éloignait vachement de tes projets et tout, machin. Et je trouve ça, enfin, quand j'ai revu la scène, j'ai repensé à ça quand dans le film, Aurel, il rédige un SMS, tu sais, quand il se fait passer pour la meuf et il dit que t'es un pervers narcissique, tout ça, comme si, en fait, enfin, il a besoin de te dire ça, lui, mais il passe par un perso pour te le faire. Et je trouve que ça reflète bien un peu la pudeur qu'il peut y avoir entre les mecs, surtout dans des petits groupes ou dans des duos comme ça, où on n'ose pas forcément se dire les choses parce qu'on a peur de passer pour des fragiles ou je ne sais quoi. Ouais. Et ça, je ne sais pas si dans ta carrière, ça a pu te ralentir, ça a pu influencer certains de tes comportements ou certaines décisions, des choses comme ça. Le fait d'avoir peur de passer pour quelqu'un qui... Ouais. Je pense au début. Au début, c'était hyper mal. Si tu veux, il y avait un décalage entre ce que j'étais et l'image que je renvoyais, tu vois, l'image que je projetais. Parce que j'avais conscience de rien. C'est un truc qui m'échappait complètement, tu vois. Donc, certainement que j'étais maladroit, certainement que j'étais pas vraiment en phase avec qui j'étais, que je jouais des rôles, peut-être de mec un peu dur ou un peu, ou dans la séduction ou dans ou le côté mec, tu vois, mec un petit peu ténébreux, des conneries, tu vois, des trucs que tu fais à des âges et des endroits de ta vie où tu es
où tu te connais peu ou pas suffisamment encore, et tu reproduis, tu vois, tu calques des attitudes, des trucs, et tu les reproduis en te convainquant que c'est les bons comportements adoptés, tu vois. Alors que tu es dans l'erreur et tout, mais ça ne m'a pas porté de préjudice parce qu'on est arrivé, enfin nous on a sorti notre album, on avait je ne sais plus quel âge on avait 32, 33 ans je crois, quand on a sorti le Casseur. Donc si tu veux, on avait un vrai recul sur ce qu'on racontait, même si tu as des morceaux légers qu'il n'y a pas besoin d'analyser, tu vois. Il y a vraiment des trucs, c'était des premier degré, 15e degré, mais sortis de manière hyper compulsive et pour se faire marrer les uns les autres, tu vois. On avait du recul sur l'histoire avec un grand H qu'on voulait raconter. Ça, on n'aurait pas eu le même recul à 20 balais, tu vois. Mais à 33, 34 et tout, ouais, on sait comment on veut dire les choses, on sait aussi un peu fabriquer une imagerie autour de ça, réfléchir à des clips, à ces personnages, le coup des survêtes, tu vas les coller dans un canapé. Je me rappelle la photo de l'album, au début, on avait juste nos 2 portraits. Et je crois que moi, j'ai dit, pour une fois que j'avais une bonne idée, j'ai dit à Aurel, il manque un truc, tu vois, il manque, et c'est peut-être un abribus derrière, un truc de plexiglas d'abribus pour contextualiser vraiment la glande des deux mecs et tout ce qu'on va développer dans l'album. Donc, c'est des détails, c'est des trucs, mais je pense plus tu avances, mieux tu te connais et mieux tu précises aussi toi, ta musique, ton écriture, ton truc. Tu y injectes forcément de toi partout, tu vois. Donc, ouais. Je pense qu'à 20 ans, c'est charmé parce qu'on est spontané, on a un truc un peu, presque un peu, comment dire, de côté misanthrope, je ne sais pas comment le décrire, mais on va faire, on va dire des dingueries, on va être en fusion avec son art. Je pense que c'est à ces âges-là, moi, qu'on est les plus créatifs. C'est un sentiment que j'ai, c'est absolument pas une vérité absolue, mais je pense qu'à la vingtaine, c'est là où on est les plus à même de proposer des choses originales. Nous, on l'a fait parce qu'on a entretenu ce mode de vie-là pendant très longtemps. Tu vois, donc, on avait encore une espèce de fougue adolescente et tout en racontant nos trucs. Tu vois. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Non, top. Merci. Merci beaucoup. Et Yann, pour la dernière question, et pardonnez-moi toutes celles et tous ceux dont j'ai squeezé les questions, et merci Guillaume de tenir aussi longtemps, il est très très tard. Ouais, il faut que je prépare mon sac, je m'en vais en Belgique demain justement, j'ai un salon pour le bouquin et je pars tôt, et il faut que je fasse du linge et tout, je sais que je vais pas dormir. Mais il est temps qu'on en finisse, allons-y, finissons-en, qui c'est qui me porte le coup de grâce? Yann, oui Yann, c'est à toi. Yann a disparu. Donc les 2 questions de Yann, c'était pour quand le prochain album, quoi dans le prochain album, et puis je vais rajouter pour quand le prochain bouquin et quoi dans le prochain bouquin. Alors là, ça c'est des questions auxquelles je suis incapable de répondre. Il y a des choses, il y a des morceaux qui se font lentement mais sûrement, qui s'écrivent lentement mais sûrement. Un truc qui est sûr, c'est que je me prendrais beaucoup plus la tête sur la réalisation des morceaux. Je voudrais des choses jouées, des vrais instruments. J'ai beaucoup aimé le dernier album de Giorgio, d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté Sacré. Je trouve que c'est, en tout cas, dans l'univers musical qu'il amène, je le trouve à la fois hyper cohérent et justement hyper musical et hyper intéressant. Moi, j'ai un peu torché par moments sur Enfant Lune, mais fatigué, quoi. J'ai fatigué d'avoir un œil partout. Du coup, des morceaux qui sont peut-être un peu mieux que d'autres. Sur le prochain, si je sors un prochain, je ne sais pas si ce sera une mixtape ou un album, mais je vais prendre le temps de mieux faire les choses, en tout cas. Et il y aura un bouquin et sûrement du cinéma, je l'espère encore un peu, quoi. Avant que je prenne une retraite anticipée et que j'aille vivre dans le Vercors. Et dans le Vercors, c'est un endroit magique où on fait parfois des universités de l'engagement, quand la période sanitaire le permet. Guillaume, un immense merci. Et je suis le porte-parole des lauréates et des lauréats en disant ça.
On a passé avec toi une soirée merveilleuse. Et ça compte et ça fait vachement de bien. Et ce que tu nous as dit, ce que tu as dit, fait vachement de bien. Et je vais te dire ce que je dis aux lauréates et aux lauréats à longueur de temps. Je leur dis qu'elles sont belles et qu'ils sont beaux. Donc, t'es beau, Guillaume. Bonne soirée à toutes et tous. Vous êtes belles, vous êtes beaux. Restez-le. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Merci énormément. Vraiment, merci beaucoup. Salut. Salut Grinch. Grinch, je te reconnais, Grinch.